Bienvenue à toutes et tous, c'est l'événement de la rentrée. Un documentaire nommé Kaizen qui bat tous les records sur YouTube et un vidéaste qui arpente les sommets entre louanges et critiques. Cette fois-ci, ne vous installez pas trop confortablement au coin du feu, car aujourd'hui, on monte l'Everest avec Inoxtag. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et après une émission sur Louis de Funès, Au coin du feu fait le grand écart avec une émission sur Inoxtag, le youtubeur. Wivo, comment tu vas ? Eh ben, très bien. Ça va être très intéressant de parler d'Inoxtag, parce que d'une certaine manière, son côté ultra positif va rejoindre le concept de notre émission. Voilà. Ouais, très clairement, c'est vrai en plus. Donc, bon. C'est vrai en plus, mais du coup, ouais, comme je disais, notre dernière émission, c'était une émission sur Louis de Funès, et je trouve ça cool de relier les deux. On profite un peu de l'événement. Beaucoup de gens en ont entendu parler, j'imagine. Il a sorti un documentaire qui s'appelle Kaizen, qui a un peu tout explosé sur YouTube. Et je l'ai regardé. Je t'expliquerai un petit peu, parce que c'est un petit jeune finalement que je suis depuis pas mal de temps. Je t'en avais parlé il y a quand même pas mal de temps. Et du coup, j'ai regardé ça avec beaucoup de curiosité et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir, ne serait-ce que lui, ce qu'il fait passer comme message, mais aussi tout ce qui s'est passé derrière, toutes les louanges qu'il s'est pris, mais aussi les critiques. Et je trouve que ce documentaire cristallise énormément de débats de société. Je trouve qu'ils sont ultra intéressants. Et un peu comme on a fait finalement avec Louis de Funès, on a parlé un peu de l'envers du décor, de comment étaient les stars à l'époque, tout ça. Oui. Je trouve ça intéressant que juste après, on fasse un peu la même émission, mais avec quelqu'un, je pense... Ouais. En ce mois de septembre 2024, c'est peut-être le mec le plus à la mode. Ouais, voilà, le plus actuel. Le plus actuel. Du coup, ça fait... Ouais, c'est ça. C'est marrant, c'est comme si on ne s'adressait pas à la même génération, quoi. On parle de Louis de Funès. Ouais, alors que pourtant, tout est lié, je trouve, tout est lié. Il y a des similitudes, c'est juste deux époques totalement différentes et qui racontent beaucoup de choses sur notre société, je trouve, et que c'est vraiment très cool. Mais bref, avant de démarrer sur le documentaire, comme d'habitude, quel est ton rapport avec Inoxtag, avec le sujet du jour? Oui, alors, sans parler du documentaire, Inoxtag, en tant que youtubeur, moi je le connaissais vraiment de loin. Je crois que je l'avais vu, il était passé dans la chaîne YouTube Karaté Bushido. Il était passé dedans. D'accord. Je crois qu'il avait fait, il me semble, ils étaient à plusieurs contre Greg MMA, qui représente un petit peu la chaîne YouTube Karaté Bushido. Donc c'était assez marrant, quoi. Ils ont un peu les fous et tout. Donc je l'ai vu. À part là, je crois que j'ai jamais vu de vidéo de lui. À part Kaizen. Si, t'avais quand même vu une vidéo d'alpinisme cette année qu'il avait fait. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est presque en lien. Quand il monte le Mont Blanc. Je crois quand il monte le Mont Blanc, t'avais regardé. Oui, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Mais là déjà, il était un peu plus mature parce qu'il a. En fait, lui, il a commencé tout jeune. Ça, je l'ai su après, mais... Il est toujours jeune, en fait. Il a 22 ans, ouais. Donc forcément, oui, il a commencé très jeune. Et du coup, moi, j'ai une histoire totalement différente vis-à-vis de lui par rapport à toi. C'est-à-dire que j'ai senti assez tôt que ce mec-là, il avait un truc différent. Ok. Ça remonte, je sais plus il y a combien de temps. Alors, je l'ai pas suivi à tous ses débuts, parce qu'en fait, le mec a commencé gamin vers 11-12 ans. Il était fan de youtubeurs, donc c'est très intéressant, je trouve. Parce que Inoxtag fait partie de cette génération d'enfants qui est née avec les youtubeurs. Ouais. Il y a eu la première, vers les années 2008-2009, il y avait les tout premiers youtubeurs qui arrivaient, qui savaient même pas qu'ils pouvaient gagner leur vie via YouTube, et qui se sont pris plein de sauts de merde, faut le dire, dans la tête. Le moment où ils avaient pas le droit de faire une pub, ils avaient pas le droit de faire un truc sponsorisé, parce que c'était comme trahir la communauté de faire de l'argent via YouTube. YouTube, fallait le faire par passion, Il y avait un truc très puriste à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. C'était une époque... Alors culturellement, il y avait des trucs qui étaient fous, parce que justement, on sortait des carcans de la télé, de la radio. C'était un truc totalement nouveau, qui nous semblait... On était totalement libre, on pouvait dire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. Et du coup, c'est ça aussi. Ça a créé beaucoup de youtubeurs puristes. Même il y a des youtubeurs qui ont arrêté maintenant,
parce qu'ils se sont obstinés à dire non, je mettrai jamais de pub sur mes vidéos, moi tout va passer par la participation, tu sais, avec le Tipeee, avec tout ça. Oui. Tu vois. Et ces mecs-là ont fini par couler, quoi. Et du coup, il y a une autre génération de youtubeurs qui est arrivée, qui eux ont commencé à gagner de l'argent, à gagner leur vie sur YouTube. Et il y a la génération d'Inoxtag qui arrive, je dirais que c'est la troisième un peu. C'est cette génération qui, eux, ils sont nés avec le fait que des gens gagnaient leur vie sur YouTube. Et lui, à 11-12 ans, Inoxtag, il les regardait à la télé. Il a une anecdote qu'il raconte assez souvent, c'est qu'il a été voir des Cyprien, des Squeezie, quand il avait 13-14 ans à la Paris Games Week. Et il allait les voir, c'est sa mère qui les avait amenés, et puis c'était son rêve en gros de devenir youtubeur. C'était depuis gamin, il vivait avec ça, tu vois. Et du coup, je trouve ça très intéressant de voir à quel point tout a changé, et que j'ai l'impression que chaque média est voué à ça. Il y a toujours une phase, même un média ou un mouvement culturel. C'était un peu pareil avec le rap à l'époque, où quand le rap a débarqué, c'était un truc qui était très... underground, tu vois, c'était quelque chose que limite fallait pas que nos parents écoutent, tu vois, c'était tant mieux que nos parents ils aiment pas ça, tu vois, parce que c'est notre truc à nous. Et petit à petit, il y a un business qui s'installe, il y a des étapes à passer, les premiers vont rester des puristes qui vont pas pouvoir faire de carrière limite, mais petit à petit ça va rentrer dans les mœurs. Et aujourd'hui, quand on est sur YouTube, c'est quasiment normal, tu vois, de faire des placements de produits, d'avoir de la pub sur ses vidéos, tu vois, et même de gagner sa vie avec YouTube, c'est devenu normal, tu vois. Et ce qui fait que je trouve que certaines vidéos, même, il y a peut-être un côté de YouTube qui me manque aussi un peu, le côté un peu amateur, où aujourd'hui, si tu veux exister, il faut quand même des trucs assez bien produits, avoir un bon matos. Aujourd'hui, tu peux pas arriver sur YouTube avec un son dégueulasse ou juste une image un peu basique, quoi. Donc, c'est clair. Donc voilà. C'est vrai, ça c'est vrai, ça. Parce que dès que tu vois une vidéo qui a une qualité un petit peu plus... un peu plus basse que les autres, même si derrière il y a un artiste qui peut être super intéressant, ça t'as pas envie de regarder en fait. Mais c'est clair, non mais c'est sûr. Ça joue énormément, ça joue énormément. Alors qu'à l'époque, c'était ce qui nous attirait. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est drôle, c'est le côté amateur, tout ça. Et donc moi, Inoxtag, je l'ai découvert assez tôt parce que je suivais un youtubeur, parce que tu sais que je suis un gros gourmand, et il y a un mec qui faisait souvent des dégustations un peu de produits un peu de qualité, ou de viande ultra chère, ou... Voilà. Ok. C'est un mec qui s'appelait Valouz. Je t'en ai déjà passé de certaines de ses vidéos, notamment pour les raclettes de luxe ou les trucs comme ça. Tu vois. Oui. Je vois. Ok. Et ce mec-là, justement, à certains moments, il partait en vacances entre potes, et il y avait plusieurs potes qui partaient en vacances ensemble. Et du coup, il y avait le fameux Michou. Je pense que tu as entendu parler de ce youtubeur aussi. Et ben voilà, il y avait, je te coupe, mais il y avait Michou, Valouz, je crois Inoxtag, contre Greg et Mema. Ça me revient maintenant. D'accord. Ils étaient tous ensemble. Ils sont tous fait éclater. D'ailleurs, ça avait fait le tour parce qu'il avait fait une guillotine ou je ne sais pas quoi, Greg et Mema, à Valouz. Et limite, la vidéo ralentie, elle était dangereuse. T'avais l'impression qu'il allait lui briser la nuque. Mais voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça me revient maintenant. Chose que t'aurais pu me faire, tu te rappelles, à l'époque, on était au lycée. Exactement. On faisait, je sais plus, on faisait de la lutte ou je sais plus quoi, et tu m'avais chopé par la tête. Et c'est que et j'avais sauté dans les airs. Tu m'avais sauté dans les airs avec ta tête bloquée contre ton bras. Et j'étais atterri, mon cou avait craqué quand même. J'aurais pu vraiment mourir ce jour-là. Et donc, d'ailleurs, même je me souviens, je pense que Inoxtag, je l'avais entreaperçu encore plus tôt. Il était vraiment gamin. D'ailleurs, la première impression que j'avais de lui m'avait un peu insupporté. Okay. C'était dans une vidéo de McFly et Carlito. Je sais plus c'était quoi, mais c'était une sorte d'Olympiade ou je sais plus quoi. Alors je me rappelle plus trop ce que c'était censé représenter, mais il y avait des épreuves un peu comme des Olympiades. Et c'était McFly et Carlito contre Michou et Inoxtag. Et à l'époque, je connaissais de nom Michou, mais Inoxtag, du coup, je connaissais absolument pas ce gars-là. Et alors le truc, je me rappelle plus de l'émission. Je crois qu'à la fin, Michou il gagnait une bagnole alors qu'il avait pas encore le permis ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait un délire comme ça. Mm-hmm. Mais je me rappelle qu'il m'avait insupporté Inoxtag parce que c'était l'époque de, tu sais, la chanson de Très Organisé de Jul avec tout le collectif marseillais là, où ça faisait et ça fait Zumba Café. Et alors, les deux là, ils arrêtaient pas de le répéter en boucle. Alors en même temps, c'était des gamins, tu vois, à l'époque, je sais pas quel âge ils avaient, je sais même pas il y a combien d'années, mais c'était vraiment des gamins, des branleurs qui devaient avoir 16-17 ans. Oui. Et ils arrêtaient pas, dès qu'ils gagnaient une épreuve, et ils étaient là, Zumba Café.
J'étais là, c'est qui ces branleurs? C'était insupportable. Et bref, je crois que je l'avais découvert à l'époque. Comme ça, je l'avais vu, voilà. Et c'était quelques temps plus tard que je l'avais retrouvé, du coup, comme je suivais les vlogs de Valouz, j'étais tombé sur leurs vacances, que tu sais, j'aime bien regarder les vlogs un peu de vacances. Et j'étais tombé là-dessus, ils étaient partis au ski, je crois. Parce qu'ils ont fait plusieurs voyages après. Je sais qu'après, ils ont fait le Mexique et ils ont fait l'Afrique du Sud, je crois, après. Et c'est là, du coup, dans ces vlogs que j'ai plus découvert Inoxtag, Michou et d'autres qui étaient là. Et même si Inoxtag restait, c'était un branleur, mais c'était un branleur qui avait beaucoup d'humour, qui était très à l'aise et qui crée clairement toute l'animation des vlogs. Tous les vlogs tournaient autour de ces conneries, autour de... Tu sentais qu'il y avait un délire. Le mec, il avait les codes pour plaire aux jeunes. Le mec était plutôt beau gosse, etc. Donc tu savais qu'il allait plaire aux meufs. Tu savais qu'il allait influencer les ados, notamment sa coiffure qu'il a. Je trouve qu'il y a énormément d'ados qui ont la même. Je sais pas si c'est lui qui s'est fait cette coupe parce qu'elle est à la mode ou c'est parce qu'il a cette coupe que c'est devenu à la mode. Je sais pas du tout. Mais je sais que ce mec-là, tu sens qu'il avait un potentiel d'influence assez élevé. Il y a un moment culte, je crois que j'en avais parlé. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais te dire. Ça me parle, ça. Parce que tu m'avais parlé de Michou et d'Inoxtag. Et tu m'avais justement parlé d'Inoxtag pour dire que, il y avait un truc que tu trouvais en lui. C'était un peu plus tard. C'est que dans ces vlogs, il y avait quelque chose qui était... que j'avais trouvé relativement culte. C'est qu'ils étaient au Mexique. Et d'un coup, il y avait une femme qui était déboulée dans leur villa parce qu'elle s'était fait piquer par une méduse. Et de là, c'est rentré dans un délire où Inoxtag, il faisait vraiment le petit branleur qui tombait fou amoureux d'elle. Et ils sont partis à rentrer dans le jeu, à l'inviter pour faire un repas amoureux. Je crois que je vois cette vidéo. Oui, tu me l'avais partagé. On avait parlé à l'époque parce que ça m'avait fait mourir de rire. Parce que du coup, on avait la vision de Valouz, qui est un peu notre âge, et qui était plié de voir son gamin Inoxtag en train de faire le con, d'être timide. Et c'était vraiment très drôle. Et tu dis que c'est de l'impro. Mais ça aurait pu être écrit tellement c'est devenu culte, je pense. Et du coup, voilà, c'est là que je l'ai vraiment découvert, je pense. Mais là où je me suis dit que ce mec-là, il avait quelque chose, c'est qu'il avait participé au The Event. Donc, tu sais, c'est une fois par an. Je crois qu'ils ont fait une pause là, il y a 2 ans, mais ils ont repris cette année. C'est plusieurs streamers de Twitch qui se réunissent pendant 3 jours pour ramasser des fonds pour des associations, etc. Et je crois qu'il y a 3 ans ou 4 ans, Inoxtag justement a participé au The Event. Et du coup, là j'avais regardé son live et c'était assez ahurissant. En termes d'animation, c'est pas juste de loin, tu peux dire que c'est un gars qui fait le con devant son ordinateur, devant un jeu vidéo, devant je sais pas quoi, mais ça serait réduire de juste dire ça. Ouais. C'est juste, voilà. Moi, je l'ai regardé et j'ai trouvé qu'il avait une qualité d'animation. Il gérait un chat comme je sais pas quoi, il a tout le temps une idée, un concept, un jeu qui part loin et il arrive à créer. Comme là, je te racontais cet événement avec cette fille qui était sortie de l'eau, ça crée un moment un peu culte, tu vois, que tu vas te souvenir. Et là, dans le The Event, en fait, tu aurais regardé après le The Event, quasiment tous les best-of du The Event, c'était que des passages avec Inoxtag. Parce qu'il avait créé plein de moments ultra cultes. Il a même créé un drama, parce que cette femme qu'ils ont rebaptisée la sirène, avait débarqué par surprise au The Event, donc du coup c'est devenu l'attraction de tout le The Event. Enfin, ça a créé tout un truc, mais ça a créé un drama parce que des gens qui n'étaient pas au courant de cette histoire, quand Inoxtag s'est mis à jouer le rôle du branleur qui est fou devant une belle nana, il y en a plein qui l'ont accusé de faire d'être misogyne, etc., de la traiter comme une femme objet, tout ça. Parce qu'ils n'étaient pas dans le délire, ils n'ont pas compris, mais du coup, Inoxtag, au lieu de le prendre mal, il a bien discuté avec une des participantes pour comprendre en quoi son comportement était pas ouf, parce qu'il était jeune, faut aussi le dire, il devait avoir 18 piges du coup. Et du coup, déjà à l'époque, j'avais trouvé qu'en plus de ses talents d'animateur, tout ça, il avait ce côté, j'ai envie qu'on m'apprenne un peu la vie, je suis jeune, j'écoute ce qu'on me dit, tu vois. Et donc, il y avait un mélange de tout ça, et je t'avais dit, c'est à ce moment-là que je t'avais dit, lui... s'il continue, faut qu'il continue le gars, mais il a un potentiel. Tu vois, contrairement, tu vois, plus Michou, ils sont super amis a priori, mais le peu que j'ai vu de Michou, je le trouve lui vraiment
sur son public de jeunes, tu vois. Il est vraiment à fond. Alors qu'Inoxtag, tu sens qu'il a des ambitions, il a envie de créer quelque chose. Michou, il est plus dans le côté business, genre je fais des vidéos pour le business et j'entretiens mon business, tout ça. Inoxtag, tu sens qu'il y a quelque chose en plus. Au-delà d'avoir un business, il est là pour créer quelque chose, vraiment. C'est intéressant. Et ça, je l'avais... Ouais. C'est intéressant parce que ça rejoint parce que suite au documentaire, mais pas en parlant du documentaire, mais pour rester sur Inoxtag, il y a son pote GMK, je crois que c'est, où ils sont très copains. GMK l'a invité, enfin, Inoxtag a invité GMK chez lui à la fin de son périple, on va dire. Et du coup, c'est une des phrases que GMK a sorties, c'est le fait qu'il y a pas mal de youtubeurs assez connus, assez célèbres, qui parlait d'Inoxtag en disant que c'était quelqu'un qui apportait de la nouveauté, qui avait tout le temps ce truc-là de chercher quelque chose que les autres ne font pas. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis là sur le fait que... moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est que je regarde pas toutes ces vidéos à Inoxtag parce que il y a des vidéos, genre toi, tu m'as dit que après le documentaire, tu t'es fait son truc sur les zombies. J'ai regardé cette vidéo et en effet, pareil, j'avais dû regarder les 20 premières minutes. Tu sais, je voyais le trait rouge, mais qui s'arrêtait au bout de 20 minutes, donc j'avais pas dû kiffer non plus. Ok. Mais mais voilà, mais c'est pas grave parce que contrairement, par exemple, il y a une vidéo que je te conseille de lui, c'est il a passé 7 jours sur une île déserte. Je l'ai vu cette vidéo en reco. Ah, tu l'avais vu celle-là? Enfin, je l'ai vu en reco, mais je l'ai pas visionnée. Et je pense qu'elle doit être pas mal. Je te conseille de la regarder. Je te conseille de la regarder. Elle est vraiment cool. Et toi qui aimes bien, enfin qui est très sensible à l'écologie, il fait passer un très beau message dans cette vidéo aussi. Ok. Et tout en ayant vraiment un truc de dépassement de soi qui va beaucoup plus loin qu'un Koh-Lanta par exemple. Là, c'est de la vraie survie pendant 7 jours. Ok. Voilà. Il est suivi de loin par un bateau au cas où vraiment ça tourne mal, mais c'est de la vraie survie. Et c'est très intéressant. Déjà, il commence à se lancer des défis. En fait, il y a eu un moment où il a... Parce que je trouve que cette vidéo des 7 jours, c'est totalement différent comme concept de la vidéo de zombies. Même si la vidéo de zombies aurait pu être très cool, c'est pas pareil. C'est un jeu d'acteur. Oui, bien sûr. Après, c'est un jeu, c'est du divertissement. Donc, mais bon, il y a un peu de tout, je trouve. Il y a un peu de tout. Il y avait une vidéo qu'il avait fait justement en réponse à un défi du The Event. Il avait fait Paris-Roubaix en vélo avec un autre youtubeur. Ok. Et donc pareil, il y a des petits exploits comme ça qui sont assez sympas à suivre. Et voilà, et il a l'air de très bien vivre le fait d'être connu. Parce que tu sais, il y a pas mal de youtubeurs, peut-être qui sont devenus youtubeurs sans se rendre compte qu'ils allaient être aussi connus. Et du coup, vivent assez mal cette célébrité. Lui, encore une fois, c'est vraiment la génération. Il allait voir des youtubeurs à la Paris Games Week. Il sait où il a mis les pieds. Et lui, pour le coup, il a l'air de très bien vivre sa célébrité. Ouais, parce que là, oui, ça fait un peu... c'est ce que tu disais là en début d'émission, c'est qu'en fait, là, il vit son rêve. Vu que lui, il a vu les youtubeurs en fait devenir célèbres, peut-être que la première génération de youtubeurs qui est devenue célèbre, eux, effectivement, ils se sont fait avoir en fait par cette popularité, pour certains du moins. Ouais. Et sauf que lui, c'est ce qu'il attendait, quoi, c'est ce qu'il recherchait. Et déjà, rien que ça, il a réussi à faire ce qu'il voulait, rien qu'en termes de... Juste en termes dans le YouTube game, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, être influenceur à travers YouTube, déjà, il a réussi. Et là, je trouve que du coup, son documentaire, c'est là, il a passé un gap. Il allait encore plus loin, je trouve. Mais bon. Oui. On va en parler. Parlons du coup du documentaire. Donc, c'est un défi qui s'est lancé donc, il y a 1 an et 6 mois, du coup, maintenant. Où il disait qu'il avait 1 an pour monter l'Everest. Dès l'annonce, il s'était pris pas mal de critiques dans la gueule. Mais il a fini par sortir le documentaire qui est sorti du coup en ce mois de septembre 2024. Il est sorti, alors je sais pas si t'as vu, il est sorti d'abord au cinéma. Oui. Cette folie. C'est assez dingue parce que du coup il est sorti dans plusieurs cinémas en France et même un peu partout dans le monde, dans les pays francophones. Ils ont fait à peu près 350 000 entrées. Donc c'est assez dingue pour un film qui était disponible dès le lendemain, gratuitement sur YouTube. C'est-à-dire que les gens le savaient, en plus c'est pas comme si on l'avait dit, on sort au cinéma et puis surprise il sort demain, non. Les gens le savaient, donc il y a vraiment une envie de partager un moment qui est assez fort, mais ça questionne aussi pas mal de choses, parce que tu sais qu'en France il y a la chronologie des médias, qui fait que quand un film sort au cinéma, il doit attendre tant de temps pour être diffusé à la télé, pour être sur les plateformes de VOD et ensuite sur les plateformes de streaming. Et là, ça pose la question, parce que pour sortir
un film et qu'il soit disponible dès le lendemain, par exemple sur YouTube, normalement, tu dois faire que 300 salles, je crois. Et là, ils ont quasiment doublé le score en France. Et du coup, ça a posé des questions sur... ils vont peut-être se taper une plainte derrière. Et ça pose des questions parce que ça n'a pas donné des idées à d'autres personnes. Et en même temps, est-ce que cette chronologie des médias, ça ne doit pas être amené à évoluer? Parce que c'est le cas qu'en France maintenant. Oui. C'est-à-dire que partout dans le monde, maintenant, il y a le film sort au cinéma. Et dès qu'il est plus au cinéma, hop, ça arrive directement sur les plateformes de streaming ou de VOD. Surtout que maintenant, avec les VPN, d'ailleurs que certains youtubeurs évoquent, en fait, tu peux regarder le film que tu as vu au cinéma assez rapidement. Vu que tu peux regarder depuis l'étranger. Donc ça, très clairement. Et même moi, je trouve, là, c'est un peu la preuve. Il a sorti son film au cinéma. Bon, c'est resté qu'une soirée. Mais le film, ensuite, a cartonné sur YouTube. Parce que tout le monde en a parlé, tu vois, d'un coup, tout le monde en a parlé, et je trouve qu'avec cette chronologie des médias, on parle des films quand ils sont au cinéma, mais après leur sortie Blu-ray, etc., on n'en parle plus en fait. Moi, le nombre de films que j'ai envie de voir au moment où ils sortent au cinéma, mais tu sais, j'ai pas le temps, et finalement, quand j'apprends, genre 6 mois après leur sortie en VOD, j'ai appris qu'ils sont disponibles en VOD, mais j'y pensais même plus au film, tu vois. Et je trouve, si c'était beaucoup plus rapproché, t'es encore un peu dans la hype des bandes annonces au ciné et tout. Tu dis, tiens, ça y est, il est déjà disponible à la télé. Et t'y vas. C'est une sorte de cercle vertueux. Parce que là, il y a plein de films que j'ai pas vus. Toi, genre Oppenheimer de Nolan, j'ai toujours pas vu. Purée! Mais oui, oui, alors qu'il est disponible, tout ça. Mais tout le monde en parlait quand il était au cinéma. Je devais aller le voir. Et finalement, j'y suis pas allé. Je sais plus pourquoi, j'avais plus le temps ni rien. Et quand il est sorti en VOD, Blu-ray, tout ça, mais il y a plus de promo, il y a plus rien. Et du coup, j'y pense plus, j'ai plus l'envie, même on me titille plus le désir. Ouais, tout à fait. En fait, là, ça fait comme un phénomène. Là, tout le monde en parle, donc t'as envie de regarder, t'as envie de partager, justement, un petit peu comme on le fait là. Il y a ce côté, en fait, qu'on retrouve quand on en avait parlé dans une autre émission à l'époque où on regardait les séries, quand on était ado, en fait, on se parlait de chaque épisode. Bien sûr, pour Prison Break par exemple, il y avait un épisode qu'on voyait, je sais plus, le jeudi soir, on en parlait. L'effet de groupe. Voilà, c'est ça. Et sauf que maintenant, on l'a perdu un petit peu parce que maintenant, globalement, en fait, toi, c'est un truc tout bizarre, mais je suis assez content de faire une émission sur ce docu parce qu'il y a eu un côté événementiel où il y a une œuvre qui sort et t'as l'impression que ça dépasse le cadre de YouTube. Il est passé à la radio, à la télé, tout le monde en a parlé dans les journaux. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, tu t'allumes YouTube, tu tapes Inoxtag, il y a 10 000 gars qui ont fait des vidéos sur Inoxtag pour chercher la petite bête, pour je sais pas quoi. Et finalement, c'est exactement ce que tu disais à l'époque, du coup, de Prison Break, tout ça, où chaque épisode, c'était un événement chaque semaine, tu vois. Ouais. Et je trouve que depuis la dernière saison de Game of Thrones, ça s'est perdu. Il n'y a plus de séries qui ont eu un tel engouement où t'as l'impression que tout le monde regardait ça chaque semaine. C'est vrai. Là, depuis la fin de Game of Thrones, et ça commence à remonter, il y a 5 ans, c'était le début de notre podcast. C'est notre toute première émission sur la saison 8 de Game of Thrones. Mais depuis, il y a eu il y a plus eu des événements au cinéma. Je parlerai par exemple de Star Wars, je parlerai d'Avatar, je parlerai du Spider-Man avec les 3 là. Oui. No Way Home, je crois qu'il s'appelait. Ouais. C'est des événements au ciné, mais après même des événements de séries télé, finalement, je trouve qu'il y en a plus. Le streaming, moi, a apporté ce truc que j'aime moins, c'est ce côté un peu événementiel. On est vraiment dans la consommation maintenant, et je recherche ces moments d'événements. Oui. Et on en parlait pour le pouvoir des anneaux, ça. La série Le Pouvoir. C'est ça. Et je me dis, est-ce que c'est pas Internet qui est en train de créer ça petit à petit? Parce que y a Inoxtag du coup qui fait ce documentaire, mais un peu avant, il y a Squeezie qui a fait son GP Explorer, et il y a Amine qui avait fait son match France-Espagne. C'était 2 gros événements, tu vois, ou même on parlait du Z-Event, tu vois. Ça, c'est des sortes d'événements, c'est des moments de partage où tout le monde a envie d'être devant la télé pour regarder, de plus ou moins loin, tout le monde ne regarde pas bien entendu, mais voilà, je dirais que c'est petit. Donc est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi va ressembler le YouTube futur, mais je trouve ça intéressant parce que finalement à chaque fois, à chaque mouvement culturel, de toute façon c'est tout le temps les jeunes qui apportent ces trucs-là en fait. Oui. Même les mouvements, tu vois, on en parle en musique. Il n'y a aucun mouvement musical qui s'est créé avec des gars de 50 ans.
C'est tout le temps des jeunes qui arrivent, qui veulent briser les codes, qui veulent marquer l'histoire, qui veulent créer quelque chose. C'est eux qui viennent bousculer un peu les choses et créer de nouveaux mouvements. Donc ça va être intéressant à suivre à ce niveau-là, je pense. Ouais, et peut-être que du coup, la chronologie des médias, c'est un truc qui va s'arrêter parce que ça casse peut-être un certain côté événementiel. Déjà, ça a réduit depuis l'arrivée de Netflix, tout ça. Maintenant, avant, c'était très très long pour que ça sorte en Blu-ray, trucs comme ça. Ça mettait du temps. Maintenant, ça a assez réduit déjà. Oui. Mais je pense que ça va être amené même à disparaître totalement, quoi. Parce qu'on le voit, de toute façon, les cinémas se vident, ça coûte de plus en plus cher le cinéma. Donc on voit que c'est pas la solution de maintenir ces délais d'attente. Donc je sais pas comment ça va évoluer tout ça, parce que ça c'est des règles qui ont été établies dans les années 1960-70, à l'époque où le cinéma et l'audiovisuel étaient totalement différents. Il y avait même pas internet, donc c'est pour dire. Et c'est des règles, c'est un peu le problème en France, on a des règles qui sont là depuis des décennies et on a beaucoup de mal à faire évoluer les choses, même si le monde lui évolue sans nous. Les règles ont tendance, tu vois, à rester un peu... c'est des principes qu'on n'a pas le droit de bouger. On sait même plus pourquoi on les défend, ces règles, mais on les défend parce que c'est comme ça. C'est vrai. Et c'est un peu le délire. Donc bref. Et d'ailleurs, Kaizen au cinéma, parce que du coup, moi je l'ai vu sur ma télé, pour une belle télé quand même. Du coup, j'étais content de pouvoir profiter. Ça valait le coup, pour le coup. Tu règles ton YouTube en 4K, là, et c'est vrai que ça valait le coup. Cool, Mais au cinéma, ça devait être vraiment sympa. Pour le coup, je pense que ça... Alors, je sais pas parce que... t'as eu alors des après, retours... j'aime bien vivre les événements... j'aime bien vivre les événements... tu sais, comme le Spider-Man No Way Home, j'avais kiffé le voir au cinéma parce que les gens gueulaient dès qu'il y a eu les 3 Spider-Man, etc. Tu sais, il y avait une ambiance. Ouais. Là... je me demande si le public... Alors, j'en sais rien, j'y suis pas allé. J'ai pas vu de vidéo où dans les cinémas, c'était le bordel, donc je vais rien dire. Mais est-ce qu'il y a peut-être un peu trop d'ados, peut-être, et je me serais senti... Tu sais, un peu quand tu vas voir un concert d'un mec que t'aimes bien, et puis quand t'arrives au concert, en fait, il y a que des ados, et t'es là... tu sais, ça fait un peu chier, t'es là, bon. Je sais pas si j'aurais pas eu cet effet-là, tu vois. Oui, c'est pas faux. Mais rien qu'après, pour le son, tu sais, pour l'écran... Ouais. Parce que nous encore on avait un bon son vu qu'on aime bien ça, et là heureusement encore une fois moi j'avais la télé qu'il fallait et tout, ce que j'avais pas avant quand même. Tu l'as regardé au casque ou aux enceintes du coup? Au casque. Au casque, ouais. Ok. Moi je l'ai regardé aux enceintes, moi. Mais genre, ça aurait pu être pas mal aussi. Okay, j'avoue. Grosses enceintes à fond, parce que je trouve du coup il y a eu un travail sur la bande son qui est assez fou. J'ai adoré la bande son. Dès l'intro d'ailleurs. Ouais, il y a pas mal de sons assez épiques et des sons qui m'ont fait penser un peu dans le style à Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais, c'est vrai. Un peu de hip-hop, après un peu des musiques d'alarme. Mais totalement. Mais j'ai pensé à la même chose. Oui, totalement. Donc j'ai beaucoup aimé. La bande son, tout simplement. C'est vrai que c'est un détail qu'on adore relever à chaque fois, mais pour le coup, là, c'est... Alors, j'ai pas un thème qui va me rester en tête, mais il y a plusieurs moments où la musique m'a vraiment marqué, a vraiment accompagné le truc. Mais donc, globalement, qu'as-tu pensé du documentaire? Ah, voilà, j'y vais. Je me lance. Non, j'ai adoré. Le documentaire, visuellement, je trouve que les images, et encore une fois, en 4K, mais les images que du coup Inoxtag avec son équipe ont réussi à filmer, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très très beau. Il y a des documentaires qui sont beaux, mais là c'est vraiment très beau. Franchement, c'est une tuerie. Et même au niveau sonore, on vient de le dire, la bande sonore plus que la bande musicale, je dirais, elle est pareil, ça allie parfaitement avec le visuel. Et du coup, il est super intéressant le documentaire parce que t'as quand même un grand mélange d'émotions. Moi personnellement j'ai adoré, j'ai pas de critique particulière à dire sur Kaizen. Au contraire, j'aime beaucoup le message en fait final un petit peu du documentaire et même tout le parcours, le fait qu'on voit un petit peu ce qui se passe au Népal, à Katmandou, d'ailleurs destination que pendant un temps je voulais faire. Je sais pas, exact. Tu te rappelles de cette période. Ouais. Tu voulais, alors pas pour monter l'Everest, tu voulais vraiment y aller dans un délire un peu plus méditatif. Ouais, tout à fait. Ouais. Faire une sorte de, comment on appelle ça, une retraite, une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, totalement. Et du coup, le fait de voir Katmandou là à travers ce documentaire et tout, c'était cool parce que c'était un peu un mini projet que j'avais. Et là, du coup, je l'ai vécu à travers le documentaire. Donc, non, sans
je dirais sans spoiler, sans rentrer dans le détail, j'ai adoré. Voilà. D'accord. D'accord, bah écoute, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors maintenant, ce qui est assez paradoxal, c'est maintenant qu'on crée, nous, un petit peu de contenu, j'arrive toujours à avoir l'œil derrière la caméra, tu vois. Et il y a toute une histoire, tu vois, qui est racontée dans son truc, et je me pose toujours la question de... Alors c'est un mec qui est né avec une caméra dans la main, hein, quasiment. Il est habitué à faire des vlogs depuis des décennies, enfin pas des décennies, mais depuis une décennie. Mais à cet âge-là, ça devient tellement naturel que je suis assez admiratif en fait avec le naturel avec lequel il arrive à vivre devant sa caméra, et ça sent pas le fake. Parce que tu sais qu'il y en a, tu vois, quand ils sont en train de se vloguer, tu vois qu'ils se donnent une image, tu vois, qu'ils essayent de faire quelque chose. Et lui, je suis quasiment sûr que c'est le cas. Oui. Il est en plus très branché shonen, c'est un gros fan de One Piece, et tu sens qu'il a voulu créer son documentaire dans cet esprit-là. Tu sens que dès qu'il arrive à un sommet, il a un discours qui était déjà prévu, il a dû se répéter en tête, quand je monte, je sortirai telle ou telle phrase. Mais du coup, en fait, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, il le fait avec tellement de naturel, avec tellement de facilité devant la caméra, qu'en fait ça passe. Et en plus, il faut se rendre compte, c'est vrai que des fois il y a eu des critiques à ce niveau-là, qu'en gros, c'était un reportage qui était très auto-centré, que le mec il s'est mis en scène devant sa caméra pour pleurer à des moments, et peut-être en fait. Mais on te raconte une histoire. Je pense qu'il y a même des événements. J'en ai noté un parce que j'ai écouté une interview qu'il a fait. Et il y a un moment dans le documentaire où ils sont en train de, ils ont monté l'Everest et ensuite ils redescendent. Et là, ils expliquent qu'au loin, ils voient un truc s'effondrer, qu'il y en a qui sont tombés, il y en a 2 qui sont morts sur la paroi. Oui. Et dans l'interview, ils expliquent qu'en fait, ce moment-là s'est passé avant qu'ils montent l'Everest, enfin avant qu'ils montent le sommet. Et sauf que dans le documentaire, ils l'ont calé après. Parce que c'est une histoire, je pense, de narration. Si juste avant le moment le plus épique et le plus attendu du documentaire, tu dis que là, ils viennent de se casser la gueule, il y a eu des morts juste avant, même si eux s'en sont pas rendus compte sur le moment, on voit les mecs chuter, etc. Tu sais, ça casse un peu le côté joyeux de l'arrivée à la montagne. Que tu fais l'arrivée joyeuse, c'est épique, c'est émotionnel, etc. Et puis après, hop, tu reviens dans le côté sérieux de on redescend, mais bon, c'est dangereux, et puis la preuve, il y en a qui tombent, tu vois. Et tu vois, ça, c'est de la narration. Tu pourrais dire que c'est truqué, ça a arrangé la réalité et tout. Et il y a plein de moments, là, c'est un détail que j'ai relevé, mais il y a plein de moments, c'est le cas aussi. Oui. Il y a même peut-être des moments où il en a rajouté sur le fait de non, je vais pas y arriver, c'est fini. Et puis finalement, si, j'y repars, j'y retourne. Mais c'est pas grave en fait. De toute façon, on regarde. Justement, c'est ce qui est agréable à regarder dans ce documentaire, c'est qu'on nous raconte une histoire. Et peu importe que ce soit de la fiction, que ce soit à moitié de la fiction, à moitié de la réalité, ou que ce soit totalement la réalité, ce qui compte, c'est de vivre un peu l'expérience avec lui. Et que si ça avait été beaucoup plus plat, où il n'y avait pas tout aurait été en ligne droite, on fait ça de manière froide, etc. En fait, on n'aurait même pas regardé le documentaire, on s'en foutrait. Ouais. Des fois, il y a des gens qui vont critiquer quelque chose, mais s'il n'y avait pas cette chose-là, en fait, ils n'auraient pas été impliqués émotionnellement, ils n'auraient même pas regardé le documentaire. Ouais. Donc, en plus, là, sachant que là, ça me parle ce que tu dis, et je crois parce qu'il en a parlé à GMK, justement, de l'interview que je disais là, entre les deux, et ce qu'il disait, c'est qu'ils ont entendu les cris, justement, avant d'arriver au sommet, et comme tu dis, il y a eu sûrement ce truc qui s'est effondré avant, mais l'effondrement, en fait, ils l'ont pas vu de suite. Ils l'ont vu après quand ils ont fait en post-prod, quoi. C'est là qu'ils ont vu. C'est flouté d'ailleurs. On voit que c'est flouté. Oui, mais ce que je dis juste, c'est dans le montage du documentaire. Ouais, voilà. Moment où ils disent on a entendu du bruit, de l'agitation. C'est après. C'était au moment où ils étaient en train de redescendre, dans la narration du documentaire. Tout à fait, ouais. Mais encore une fois, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres moments où les choses sont pas dans l'ordre, où peut-être il en a rajouté à certains moments. Mais même nous, toi, on filme un peu nos voyages un peu en mode vlog pour nous garder des souvenirs. Bon, c'est totalement personnel, c'est pas des trucs qu'on te mette en ligne, c'est vraiment pour des souvenirs personnels. Mais déjà, on se rend compte, essayez chez vous, la prochaine fois que vous partez en vacances, faites un petit vlog entre vous, avec votre famille, avec vos amis, et vous allez voir à quel point
c'est du travail, en fait. De sortir sa caméra, de penser à sortir sa caméra, de filmer les choses de manière intéressante, de filmer assez de trucs pour créer un beau montage, etc. C'est tout un job qui est pas évident et qui forcément, moi, dès que je vois quelqu'un faire un vlog et que je sais le travail que ça nécessite, j'ai toujours du mal à y voir un côté totalement naturel. Même, toi, il y a plein de moments où il se filme à moitié en train de chialer, en train d'hésiter, et je peux pas m'empêcher, moi, de voir la caméra posée devant lui, et puis bah, forcément, il sait qu'on est en train de le filmer, et il pleure en direct, il sait qu'il pleure devant une caméra. Tu vois, il y a tout un truc qui, forcément, il y a un côté acting qui est forcé, tu vois. Après, genre toi, pendant nos vlogs, il n'y a pas un moment où tu vas te poser avec ta caméra en train de chialer sans y penser, tu vois. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Si, ouais, je vois. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, vu en fait le défi qui se sont imposés à tous, j'ai l'impression que certes, il fait de l'acting, mais en fait, il peut plus trop jouer sur ses émotions. Il est tellement dans une situation où c'est quand même assez chaud ce qu'il a fait. C'est quand même, pour le coup, moi, quand j'ai vu le documentaire, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire que le mec, en si peu de temps, que Inoxtag, en si peu de temps, il monte l'Everest. Je trouve ça assez magnifique. Ah, bien sûr, ouais, et du coup, comme tu dis déjà, le fait en fait de se filmer, et ils en parlent, hein, le fait au niveau des batteries, parce qu'ils prennent en compte les températures. Je crois que c'était Matisse, le guide de montagne, enfin le guide, il mettait les batteries contre sa peau pour garder la chaleur des batteries. Donc c'est tout un travail déjà au niveau du film. Donc c'est rien que ça, en fait, c'est un effort cognitif que tu dois ajouter en plus de ton expédition qui est l'Everest, qui est quand même assez dingue. Et c'est pour ça qu'en vrai, bah ouais, les gars, faites votre histoire. Je trouve que c'est vrai, pas même pas les critiquer. C'est super intéressant de parler, des contraintes du matériel, tout ça. C'est vrai, c'est cool. Et même et du coup de partir en se disant, on va pas juste monter l'Everest, il faut qu'on crée un projet autour. Il faut qu'on pense à filmer, il faut qu'on pense, qu'on pense au drone. Il faut faire des plans de drone, il faut faire. C'est chaud, quoi. Et puis, à ces températures-là et tout, sachant qu'ils prennent des risques pour eux, c'est compliqué. Je trouve qu'en fait, ils se compliquent la tâche. On peut voir le truc comme ça, quoi. En fait, ils se compliquent la tâche à monter et à tout filmer. Parce que c'est ça, le défi d'Inoxtag, finalement, c'était pas de monter l'Everest. C'était d'en faire un film. Et je pense que dès le départ, il avait en tête tous les messages qu'il transmet dans son documentaire. Je pense qu'il les avait déjà en tête. Et le but, c'était ça, c'est de créer un film. C'est juste monter, genre tout seul et tout. Alors ça peut paraître très auto-centré, mais en même temps, j'ai vraiment la sensation qu'il fait d'une manière assez honnête, qu'il se sent un peu responsable. Il sait qu'il y a une communauté de jeunes qui le suivent. Et je trouve qu'il en a conscience et qui joue avec cette responsabilité d'une manière assez sérieuse. Ouais, moi aussi. Je trouve que j'ai l'impression clairement qu'il était totalement sincère et authentique. Et encore une fois, un peu, ça rejoint ce que je disais avant, c'est que je pense qu'en plus, c'est difficile de ne pas être authentique quand tu te mets dans des efforts pareils. Oui, je pense, tu vois. Clair. Et du coup, c'est pour ça que là-dessus, c'est vrai qu'on... Après, est-ce qu'il a été critiqué sur le fait que tout était faux ? Ouais, sûrement, tu me diras. Je pense qu'il y a des gens qui ont... Il y a eu tout comme critique. Chaque mec a fait une vidéo pour déceler la petite bête qui fait que... Ok. Ouais, alors que... Ça, c'est quand même assez fou. C'est dommage. Le nombre de critiques qui s'est pris... mais en même temps, c'est ce que je disais, ça révèle quelque chose de notre société. Et ce qui est très malheureux, c'est que... au-delà, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont critiqué, et pour le coup, en fait, ne pensaient même pas à leur critique, mais ils savaient que ça allait faire réagir, ils savaient que... Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que je trouve que aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que les jeunes sont devant leurs écrans, qu'ils font plus rien, en plus, il y a eu le Covid qui fait que c'est même pas de leur faute, mais du coup, il y a toute sa génération à lui, quoi. C'est des gamins qui, à 18-19 ans, ils étaient confinés. Imagine, tu te rappelles de nos 18-19 ans, c'est peut-être des années les plus folles en termes de soirées, en termes de tout ça. Il y a toute cette génération à Inoxtag, ils étaient confinés. Quoi. C'est vrai. Et là, tu as un jeune qui vient juste leur montrer un peu l'abnégation, le travail, atteindre vos rêves, avoir des objectifs dans la vie. Sortez la tête de vos écrans pour faire d'autres choses, découvrez le monde. C'est un message qui peut être que positif.
Et t'as l'impression qu'il y en a qui arrivent, ouais mais non, il faut trouver la petite bête parce que ça va faire du clic, parce que ça va faire de la vue. Et ça, moi je trouve, c'est un des maux de notre société. Mais je vois pas la solution. C'est ça le pire. Je vois pas je sais pas comment on va s'en sortir de ça. Surtout maintenant, t'as vu avec X, anciennement Twitter. Oui. Maintenant, les tweets te rapportent de l'argent suivant le nombre d'impressions qu'ils font. C'est-à-dire que déjà avant, quand il n'y avait pas d'argent sur Twitter, juste pour être connu, par ego, parce que tu as fait des likes et des retweets, il y en avait plein qui sortaient les pires dingueries pour faire réagir, mais maintenant, ça rapporte de l'argent. Et on sait très bien que juste être modéré et dire la vérité, ou être gentil, on va dire, ça fait pas réagir les gens. Donc, sur Twitter, X, t'as l'impression que c'est un concours de qui va dire la plus grosse énormité pour faire réagir tout le monde en commentaire. C'est un cercle vicieux qui est complètement... Je sais pas comment on va s'en sortir de ça, pour le coup. Et là, ce documentaire symbolise ça. Je vois pas comment on peut le critiquer. On peut juste ne pas être intéressé par le projet, mais de là à voir l'acharnement qui s'est pris dans la gueule... Surtout que... Et il l'a très bien... En plus, c'est ça qui est assez puissant, je trouve, de sa part, c'est qu'il... C'est pas qu'il le prend très bien, je pense que peut-être forcément ça l'affecte un peu, mais la manière dont il répond par rapport à les critiques, par rapport aux critiques qu'il a reçues, c'est assez honorable, j'ai envie de dire. Le mec, il te dit je vais essayer d'apprendre de mes erreurs, de comprendre ce qui n'a pas plu, et peut-être que je ferai mieux la prochaine fois. Il y a ce truc constant de remise en question. Encore une fois, est-ce qu'il n'a pas une équipe de com derrière peut-être. C'est totalement la réponse sage à répondre. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent d'autre sans après rentrer dans le conflit ou je sais pas quoi. Je pense que c'est pareil, mais justement c'est très bien, ça donne un très bon exemple pour les gamins et tant mieux, même s'il y a une équipe de com derrière, il y a une direction qui est prise par cette équipe de com et que je trouve est très saine. Je trouve que Inoxtag, moi c'est mon avis personnel, je pense que ce gars-là fait beaucoup plus de bien que je sais pas combien d'autres influenceurs. Lui, pour le coup, j'hésiterais pas à mettre mes gamins devant ses vidéos. Tu sais que le mec il va les pousser vers quelque chose d'à peu près sympa, tu vois. Apparemment il y a beaucoup de familles qui regardaient, hein. Du coup c'est ça qui a été assez fort, c'est que c'est pas que les générations de son âge qui ont regardé, la preuve, hein, pour le coup nous, et puis de toute façon il y a plein d'autres personnes, mais des fois c'était les parents, quoi. C'est vrai que les parents regardaient avec les enfants, et même dans les commentaires élogieux par rapport au documentaire, tu vois que c'est des pères ou des mères, enfin des parents qui ont dit qu'ils ont adoré et qu'il y avait des bonnes valeurs. Je pense que mais c'est le si cas. Ça peut motiver des jeunes, et même pas que des jeunes en fait, à chaque fois on parle des jeunes parce que c'est un jeune, mais même des gens de notre âge, ou même plus vieux, tu vois. Totalement. Je trouve que si ça peut motiver en quoi que ce soit, pas forcément à monter l'Everest, mais à avoir des objectifs, avoir des passions dans la vie et s'y donner, quoi. Je trouve c'est exactement d'ailleurs ses propos. C'est clair que lui il dit que chacun a son Everest à monter, et en vrai c'est ça, et c'est pour ça que je disais que c'était en lien avec notre concept d'émission. Déjà le côté qu'il a ultra optimiste, du moins qui est montré à travers la caméra tout le long, je trouve que c'est génial, et ça rejoint le côté un peu Luffy de One Piece, d'où le chapeau de paille qu'il a. Il a le même engouement, on va dire, la même passion et la même et ça je trouve ça génial. Et le truc de faire comprendre à tout le monde en fait, à travers ce défi qui s'est lancé, même si c'était certes dangereux, ça pouvait être dangereux, mais t'as forcément des risques. Mais c'était l'idée de il faut faire des efforts pour vivre ses passions. Et tu prends des risques, forcément il y aura des risques, et je trouve que c'est tout ce que le documentaire reflète, c'est le côté allez-y, foncez, sortez de votre zone de confort, et je trouve ça génial. De l'effort, tu sais, j'en avais parlé moi quand j'avais joué à Elden Ring. Oui, c'est vrai. J'avais trouvé que, pareil, c'est un peu un des maux de notre société, c'est qu'aujourd'hui on est tellement abreuvé de pics de dopamine pour plein de choses. Maintenant, la société dans laquelle on vit, c'est tout le temps des notifications, c'est tout le temps des jeux qui vont nous booster notre dopamine, des trucs à la télé qui vont attirer notre attention. C'est constant en fait. Et du coup, petit à petit, on fait de moins en moins de choses parce qu'on est abreuvé de ça. Notre corps, il en réclame du coup. Ah oui, c'est carrément une addiction. Ouais, totalement. Ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, petit à petit, on perd un peu le goût de l'effort, le plaisir de l'effort. Et
Et je trouve que ça fait du bien, ce genre de documentaire. Comme moi, ça m'avait fait du bien à l'époque, Elden Ring. C'est un jour... En fait, il faut au moins une fois vouloir sortir de sa zone de confort pour réaliser quelque chose. Oui. Et on se dit, on le fera peut-être qu'une fois dans notre vie. C'est pas grave, on le fera qu'une fois. Mais généralement, si tu le fais, et si tu réussis, ou si au moins tu vas au plus loin que tu peux, tu vas comprendre par toi-même le bonheur que tu en ressors, la fierté que tu en ressors, et du coup, tu continueras derrière, en fait. Tu reviendras pas à ta vie d'avant où tu faisais pas grand-chose et tu te laissais bercer par tes pics de dopamine. Mais on a tous besoin de ce moment, en fait. Tout à fait. C'est ça. Il faut un déclic pour un jour comprendre que, en fait, je peux aller, au lieu de ces pics de dopamine, je peux vraiment atteindre quelque chose de supérieur, en fait, finalement. Et, Ouais, totalement. Oui. Et ça, du coup, et je pense, en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser que j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, mais que les critiques qui sont à son encontre, c'est peut-être des gens, justement, qui préfèrent, du coup, trouver la bébête dans son documentaire, parce qu'ils préfèrent, justement, rester, en fait, dans leur confort actuel, dans leur confort actuel. Et je pense pas qu'ils préfèrent rester dans leur confort actuel, mais moi, c'est un truc que j'ai assez remarqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui détestent un peu qu'on leur fasse la morale. C'est des gens qui, au lieu de se dire j'ai pas fait ma vie, c'est pas fou, globalement, tu sais, j'englobe oui, bien sûr, monde, tu vois, mais au lieu de se dire ma vie, c'est pas fou, ils préfèrent se dire déjà c'est la faute des autres, c'est pas ma faute à moi, hein, c'est les autres qui font que ma vie elle est pas folle, et du coup ils sont un peu jaloux de ceux qui réussissent en se disant eux s'ils réussissent comme moi je réussis pas. C'est parce qu'ils sont aidés, c'est parce qu'ils sont de louche, qu'ils ont l'argent, c'est ça, tu vois. Oui. Il y a une excuse, tu vois. C'est vrai. Alors que bien souvent, oui, comme tu dis, c'est même des gens qui se voilent la face. Au lieu d'accepter d'avoir échoué dans telle ou telle chose, ils préfèrent se dire que non, c'est pas de leur faute. Tu sais, ils rangent de côté le truc. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Il y a de la jalousie, il y a de l'aigreur, je pense. Et puis même de voir un jeune qui réussit. Ouais, alors qu'il est jamais trop tard, en fait. En plus, c'est une passion. Il est jamais trop tard. Je pense, ma belle-mère, elle est en train d'apprendre l'arabe actuellement. Donc elle a 65 ans à peu près, je crois. Et donc elle se lance dans un truc. Elle n'a pas du tout. Tu vois, j'en parle là parce que j'en ai parlé avec elle il y a pas longtemps. Mais je trouve ça bien. Ouais. Elle se lance dans un truc. Comme ça, à la base elle voulait apprendre l'italien parce qu'elle a des origines italiennes, et elle pouvait pas, elle m'a dit ok, je vais apprendre l'arabe, et je trouve ça trop bien. Tu te lances dans un truc, je sais pas, tu restes pas, enfin c'est voilà, et tant pis si ça marche pas, au moins tu le fais. Je pense que justement je pense en plus tu peux créer ce sentiment de vide quand tu te laisses bercer par tous ces pics de dopamine, ces plaisirs constants, et que le temps finit par passer. Et que après quelques années finalement à être bercé par ces pics de dopamine, tu regardes derrière toi et tu te dis putain, mince, j'ai pas de souvenirs de ces dernières années, j'ai pas fait de trucs marquants, j'ai pas rencontré de nouvelles personnes, et ça crée, je pense, ce sentiment de vide et de temps perdu. Je pense que sur le moment, c'est comme tous les petits plaisirs, on en parle tout le temps, hein, c'est comme un fast-food, hein. Sur le moment, ça te fait kiffer de te taper un petit McDo, mais sur le long terme, ça fait des dégâts. Et je pense que c'est un peu la même chose, c'est tout l'esprit de ce documentaire. Et même, c'est vrai que c'est un truc qu'on dit assez souvent dans ce podcast, en fait. Essayer de construire son bonheur sur le long terme, construire petit à petit mais ça peut être dans tous les domaines, quoi. Que ce soit une passion, que ce soit créer une famille, que ce soit se fixer des objectifs sportifs, des objectifs culturels, peu importe en fait, voyager ou n'importe quoi, tu vois. Chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est important de se lancer. Des petites idées. Tout à fait, ouais. Et il y a pour jouer un petit peu tout ça, il y a une scène en particulier qui m'a beaucoup touché. Mais je crois que c'était... Et c'était la scène, elle est toute bête. Hein. C'est vraiment... C'est pas une scène... En fait, c'est juste... On parlait un peu de la forme, en fait, des images qu'il a choisies et tout. Et justement, il y a une image en particulier, c'est avant d'aller vers l'Everest. Je crois qu'il marche sur un pont. Et en fait, c'est tout bête. On voit Inox Tag, en fait, de dos, avec son chapeau de paille. Donc, pour ceux qui connaissent encore une fois la référence, c'est le fil de One Piece. Et il y a... Quand tu vois
à ce moment du documentaire où il en est, et sa manière de réagir à certains instants, toujours assez positif, en train de faire le fou. Même il a un décalage par rapport à genre à Matisse qui est beaucoup plus... c'est calme, peut-être plus... et lui, il est toujours un peu jovial. Il y a même un petit moment, alors est-ce que c'est surjoué ou non, où c'est Inoxtag qui va pousser Matisse à aller vers le haut. Parce que lui, il y croit, alors que c'est totalement irraisonné, tu vois. Ça fait partie de ces moments où je me suis dit... Ouais, est-ce que... Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est faux? Mais après, mais c'est pas forcément faux. C'est peut-être des fois, tu sais que t'es filmé, tu sais qu'il faut faire le show. Tu sais, on l'a fait nous-mêmes quand on faisait nos vlogs. Ça t'influence. Tu te rappelles un moment, on marchait, on faisait une randonnée pour trouver un village abandonné, sauf que la route était interminable. Et on s'était dit, mais franchement, on serait pas en train de se filmer et on l'a annoncé dans la vidéo qu'on allait le faire. Et ben, on aurait fait demi-tour et puis basta. Là, non. On a marché, on a fait une randonnée, on rentrait en pleine nuit, il y avait des cochons géants, mais on l'aurait pas fait s'il y avait pas la caméra. Alors, est-ce qu'on était faux? Non. Mais t'as raison. On n'était pas faux, c'est juste que tu sais que t'es en train de créer quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pas que tu surjoues, c'est que tu crées quelque chose. C'est un point ultra intéressant parce que je pense que c'est totalement ça. C'est quand tu dis cet exemple-là, c'est en fait tu sais qu'il y a un public et donc tu as envie de faire plaisir au public en fait. Et lui, je suis sûr qu'il l'avait en tête. C'est sûr, et c'est pour ça je pense qu'il dit on l'a fait ensemble. On a monté les façons. Il n'arrête pas de dire on l'a fait ensemble. Et je pense que c'est parce que en se disant que on le voit, il y a des gens qui attendent en fait qu'il monte l'Everest. Il s'est dit ben non, en fait, je peux pas me louper. Ça l'a motivé. Ouais, voilà. Et c'est peut-être ça, ce petit côté. Mais du coup, il avait ce côté Luffy. Et ce côté, et cette image-là, ça m'a rappelé un truc que m'a dit ma compagne actuelle quand on m'a rencontré, qui rejoint un petit peu le podcast, c'est un truc qui l'a touché chez moi, c'était mon optimisme, le côté un peu, et je trouve que, et du coup, elle me l'a dit récemment, mais je sais pas, le fait de savoir ça, et de voir cette image, et d'y faire le lien, l'association, du coup ça m'a touché. Je me dis en fait, c'est tellement important, du coup c'est ça qu'en fait, d'être optimiste. Mais pas que pour toi, pour les gens autour de toi, pour l'impact que tu as. Et sans ça, on ne ferait pas d'émission, nous, clairement. C'est pour ça que quand on parle d'œuvres, on parle de ce qui est positif dans les œuvres, parce que c'est un côté purement optimiste, parce que je trouve que c'est mieux, en fait. Et ce truc-là ressort en fait de Kaizen, et ce truc-là ressort d'Inoxtag, et ça j'ai adoré. Il y a ce côté en fait vivre ses passions mais je pense que c'est tout aussi important, et peut-être pour vivre ses passions c'est peut-être la première chose à faire, c'est garder un peu ce côté optimiste, être positif et de se dire bah voilà, si je rate c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, enfin garder ce truc totalement. Bien sûr. Et puis ça c'est un truc du coup que j'avais senti chez lui depuis un peu le début. Tu sens que le mec il est en train de kiffer ce qui lui arrive. Donc tu as une sorte d'empathie qui se crée vis-à-vis de lui, parce que c'est un peu par procuration. Il vit certains événements et il est tellement sincère dans sa démarche, et tu sais que ça va le toucher, que ça te touche aussi un peu par procuration. Donc, oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que dès le départ, j'avais un peu ressenti ce délire. Ok. Oui, parce qu'il a un côté un peu foufou, il a un côté un peu... Ouais, parce que par exemple, dans le The Event, il avait ressorti une vidéo de lui. Il était gamin, où il se filmait devant la cam, je sais pas, il devait avoir 12-13 ans. Et à l'époque, il parlait déjà avec Michou, parce qu'en gros, lui, Inoxtag, il a commencé à jouer sur Minecraft, et petit à petit, il s'est mis à faire des trucs de graphisme pour faire des vignettes pour d'autres youtubeurs. Il est rentré en contact avec certains youtubeurs en faisant leurs vignettes, en fait, de manière gratos. Voilà. Et après, il y a Fortnite qui a débarqué. Et donc il a quitté Minecraft pour se mettre sur Fortnite. Et de là, c'est là que Michou, lui, a explosé. Et que Inoxtag, qui faisait des miniatures, etc., pour plusieurs youtubeurs, sûrement pour Michou, Michou l'a invité un jour dans une de ses parties. Et ils ont explosé tous les deux, en fait. Ok. Et du coup, au Z-Event, justement, il avait diffusé une vidéo de lui, petit, où il parlait avec Michou et qui disait t'imagines, plus tard... je sais pas, peut-être qu'on sera connu sur YouTube, puis peut-être même qu'on sera des légendes. Tu sais, c'est un gamin qui dit ça fait vraiment le shonen de ouf, quoi. Il est là, peut-être qu'on sera des légendes de YouTube et qu'on va marquer l'histoire de YouTube. Et tu le vois déjà, et il sortait ça à l'époque du Z-Event, où il disait, pour lui, le Z-Event, déjà, c'était une sorte
Ouais, c'est intéressant. D'apothéose, tu vois. Et tu te dis qu'il va encore aller chercher plus loin. Et par contre, ça pose aussi une question, parce qu'il y a pas mal de youtubeurs, notamment, je parlais de McFly et Carlito tout à l'heure. Oui. Il y a ce côté, moi c'est ce que j'aime beaucoup sur YouTube, en termes de divertissement. J'en avais parlé déjà avec la chaîne de MrBeast, tu sais. Oui. Ce que je trouve assez fou avec Internet et YouTube, c'est qu'aujourd'hui, je peux plus regarder la télé, parce qu'à la télé, ils trouvent un concept et ils vont en faire 300, 400, 1000, 10 000 émissions. Tu vois, genre Jean-Luc Reichmann, le midi, il vient de fêter je crois que c'était sa 5000e émission de... Ok. 5000e. Et du coup, en fait, j'arrive plus aujourd'hui avec YouTube. Chaque semaine, il y a un YouTuber qui va te faire un concept différent. Il a un concept génial, et il va pas en faire 40 vidéos, il va en faire une seule. Puis la semaine d'après, ce sera un autre concept, puis un autre concept. Tu vas pas aimer tous les concepts, mais à chaque fois, tu es surpris. À chaque fois, il y a de la créativité, il y a de l'inventivité, tu vois. Et alors qu'à la télé, là, je regardais l'autre jour, ils sont à la saison 19 de L'amour est dans le pré. 19, L'amour est dans le pré, c'est toujours la même chose. Que j'ai allumé, j'ai regardé les 30 premières minutes, c'est la même émission qu'il y a 19 ans. Et du coup, voilà, c'est ce que je trouve très fort sur YouTube. Mais c'est aussi le côté un peu néfaste de tout ça. Et il y a beaucoup de YouTubeurs, donc pas encore Michou, pas encore Inoxtag, et encore que Inoxtag, du coup, c'est pas un burn-out qu'il fait, mais il prend du recul. Et a priori, maintenant, il va arrêter le rythme d'une vidéo par semaine. Et ça va plutôt être une grosse vidéo, mais genre tous les 2 mois. Il va pas continuer oui, il va faire que des grands projets, le rythme intensif. Et du coup, c'est assez intéressant parce que par exemple, McFly et Carlito, eux, c'était ça. C'est que chaque semaine, il y avait une vidéo. C'était un peu leur concept. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. C'était rendez-vous le dimanche à 10h. Je crois que c'était ça à l'époque. Donc tu savais que tous les dimanches matins à 10h, il y avait une vidéo de McFly et Carlito. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et sauf que au début, ils faisaient des petits concepts, des petites vidéos dans la voiture. On raconte des conneries ou on répond à un quiz. Et celui qui perd, on doit appeler un de ses numéros au hasard, etc. Oui. Sauf que petit à petit... à chaque fois, il faut faire un peu plus, parce que si tu répètes sur Internet, c'est mal vu, tu vois. Les concepts de quiz, trucs comme ça, ils ont dû en faire 5 ou 6 à tout casser maximum et étaler sur 4 ou 5 ans. Comparé à la télé, où c'est tous les soirs, il y a la même émission qui passe, tu te dis, c'est fou, quoi. Mais du coup, le cercle vicieux de tout ça, c'est que c'est une pression monstrueuse. Donc déjà, ils sont obligés de s'entourer d'équipes, parce que t'as beau être quelqu'un de créatif, d'inventif, impossible d'avoir une idée de concept par semaine, ce n'est pas possible. Et puis pour tout mettre en place, pour tout ça. Et le truc, c'est que McFly et Carlito, ils ont fini par faire une sorte de burn-out. Cette course à la pression, le fait d'enchaîner, en fait. Et il montre un peu Inoxtag dans son reportage, où il disait quand il est revenu de la première montagne là, qu'il a escaladée 6 mois avant l'Everest. Ensuite, avant son départ à l'Everest, il restait 6 mois. Et pendant 6 mois, en fait, il a enchaîné. Parce qu'il faisait ses vidéos à lui, mais il faisait aussi des vidéos en partenariat avec d'autres youtubeurs, il allait sur d'autres chaînes, il faisait des streams Twitch, et il enchaînait, il y a une sorte de burn-out qui se crée. Tu te dis, en même temps, j'ai tellement de chance de faire ce métier-là, que je peux pas me plaindre, mais en même temps, ton corps, au bout d'un moment, il peut lâcher. Oui, en plus, il s'entraînait en plus. Il s'entraînait en même temps pour l'Everest, en plus. Donc, en plus, oui. Il y avait tout ce truc-là. Ah oui. Et... mais même en termes de créativité, tout ça, c'est pas évident. Et je sais que McFly et Carlito, eux, ils ont fait un basculement à 1000%. Maintenant, ils font quasiment plus de grosses vidéos. Je sais pas si tu as regardé dernièrement McFly et Carlito. Maintenant, c'est vraiment des petites vidéos. Ils en sortent 3 ou 4 par semaine. Mais c'est vraiment des vidéos assis à une table et puis ils racontent une histoire où ils testent, ils bouffent des chips. Et du coup... je t'avoue, moi j'aimais bien McFly et Carlito à l'époque on va dire la grande époque où justement il y avait des gros concepts chaque semaine, il y avait une surprise. T'étais un peu impatient, de regarder leurs vidéos parce que tu savais qu'il allait y avoir un truc assez fou. Et j'avoue que là, depuis 1 an qu'ils ont repris ce rythme-là, je regarde quasiment plus. Enfin, j'en ai regardé quelques-unes. Je regarde de temps en temps parce que je suis attiré par un invité ou je sais pas quoi, mais à chaque fois, et c'est un peu comme Squeezie, finalement. Même Squeezie, je trouve ça tourne en rond ces concepts qu'il fait. Et du coup, limite, je préfère... je vais voir ce que Inoxtag va donner, du coup, dans le futur, mais je préfère, pourquoi pas, l'idée, au lieu de sortir 2 ou 3 vidéos par semaine, t'en sors une tous les 2 mois, mais à chaque fois, c'est un truc assez cool, quoi. Je suis curieux de voir, parce que je sais pas comment le YouTube va évoluer, du coup. Parce que je comprends le surménage qui est impossible à tenir sur la longueur.
Mais du coup, je suis curieux de voir comment ça va évoluer tout ça, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler tous les concepts. Parce que c'est pour ça, ceux qui connaissent pas YouTube, si on sait que par exemple dans les émissions de Louis de Funès, on essaye de parler à plusieurs générations, tu vois, dans les rétro-découvertes. Là, sur cette émission, ce serait marrant d'avoir plusieurs générations aussi qui nous écoutent. Oui, trop. Et voilà, et si par exemple vos jeunes regardent YouTube et vous regardez pas parce que vous avez des idées reçues sur YouTube et tout, il y a tout sur YouTube, hein, pour tous les âges. Et au contraire, même les très très jeunes maintenant, ils sont plus sur TikTok que sur YouTube. Limite, YouTube, ça devient un truc de vieux, hein, maintenant, petit à petit. C'est trop long maintenant, YouTube. Mais il y a un peu de tout sur YouTube, et surtout même dans le divertissement, parce que McFly et Carlito, Inoxtag, tout ça, ça reste du divertissement. Mais je trouve qu'il y a une créativité qui est intéressante dans le divertissement. Et c'est là tout l'intérêt, je pense, c'est ce qui a fait le succès, c'est qu'il y avait vraiment un vent de fraîcheur, une créativité dans les concepts et dans les nouveautés, quoi. Ouais, parce que moi, c'est Amixem là, que je regarde maintenant un peu plus qu'avant. Je peux plus non plus. Ouais, je peux plus non plus. J'adorais, moi, à l'époque, Amixem, mais... Après, il y a des... justement, ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis là, c'est qu'il y a des concepts qui reprend, en fait. Après, oui. il a fait des nouveaux trucs, alors peut-être que d'autres youtubeurs ont déjà fait. Ouais, mais ça pareil. C'est pareil, c'est quand tu découvres un youtubeur pour une raison. Moi, Amixem, je l'avais adoré, moi à l'époque, c'était un des premiers en France sur YouTube à amener des drones dans ses vlogs. Et il faisait pas mal de vlogs. Un peu finalement, celui que je regarde maintenant, qui a remplacé un peu Amixem, c'est Tev, ici Japon. Qui fait des vlogs où là il vient de finir une traversée des USA, Tev, en vloguant tout seul dans sa voiture. Et Amixem faisait un peu ça à l'époque. J'adorais, c'était vraiment la phase d'Amixem que j'adorais. Et maintenant je trouve que Amixem c'est devenu un chef d'entreprise. Toutes ses vidéos c'est en studio quasiment. Il a une team, tu sais pas si c'est ses amis ou c'est juste des gens payés pour être avec lui. C'est bizarre, je trouve. Je sais pas. Là, pour le coup, je ressens le côté un peu fake, surtout qu'on sait le passif d'Amixem. Il avait créé une Redbox avec c'était Mastou, Joyka, et je sais plus les autres comment ils s'appelaient. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, ils étaient potes à l'écran et finalement, ça finit par craquer parce que dès que les caméras s'éteignaient, en gros, ils se barraient un peu chacun de leur côté. Il n'y avait pas de discussion. C'était vraiment pour la caméra qu'on était potes. Et du coup, depuis cet épisode, j'avoue que j'arrive plus à regarder les vidéos d'Amixem sans y penser. Ah oui, là, voilà. Ouais, ok, je vois. Alors, j'ai regardé les dernières d'Amixem, j'ai regardé avec les sosies, là. Ça m'a fait plutôt marrer. Avec Alban Ivanov. Oui. Alban Ivanov, et il y a plein de sosies, là, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Ouais, c'est pour ça. Après, c'est ça qui est... Après, c'est ce qu'on dit, c'est vrai que sur YouTube, il y a tellement de variétés. Là, on parle vraiment du côté divertissement. Parce que j'allais comparer, moi, genre, je parlais de la chaîne Karate Bushido, mais alors, c'est pas que c'est pas du divertissement, il y en a un petit peu. Mais ça reste, il y a un côté un peu... ça... Je veux dire, comment expliquer ça ? C'est plus ou moins toujours les mêmes styles de vidéos, mais ça évolue constamment. Un peu comme tu suis l'actualité d'une de tes passions. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Il y a des chaînes d'actualité. Moi, je regarde beaucoup de chaînes d'actualité sur des sujets précis. Ouais. Que ce soit puis les vidéos, que ce soit d'autres trucs, toi. Mais c'est que même les youtubeurs scientifiques, j'ai l'impression que... ce que je me posais, j'ai regardé il y a pas longtemps une interview de Y Penser, et c'est vrai que je me rappelle de cette époque où il y avait beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, mais ça c'est pareil, c'est un truc à réfléchir quand t'es spectateur, t'y penses pas, mais quand t'es créateur, t'y penses. C'est qu'il faut sans cesse se renouveler, et quand t'as fait toutes les vidéos de base de la science ou de l'histoire, après c'est fini. En fait, c'est pas un sujet inépuisable d'histoire, surtout que dès le début, tu fais un peu tous les trucs les plus intéressants, puis petit à petit, tu vas gratter les fonds de tiroir, des trucs un peu moins intéressants. Totalement. Et c'est pas évident, et t'as pas envie de te répéter. Parce que tu veux pas faire 2 fois la même vidéo. Enfin, c'est complexe, hein, c'est de faire vivre un truc sur le long terme, de toute façon, c'est surtout avec un thème en particulier. C'est pour ça que Thibaut Inchep a totalement changé sa ligne. Ouais, voilà. C'est clair. Même aujourd'hui, il fait presque plus de grosses vidéos YouTube, parce que le mec, il a percé dans le monde entier avec les TikTok et les shorts. Tu regardes ses shorts sur YouTube, genre ses vidéos, elles doivent faire du 200 000 vues à peu près. Alors qu'il a presque 25 millions d'abonnés, je crois. Il est devenu premier youtubeur de France, mais parce qu'il est connu maintenant à l'international, il fait plein de shorts muets. Et du coup, ça touche n'importe quel public dans le monde. Il a une grosse limite, il a plus de fans chinois maintenant que français. Ok.
Donc c'est... Ah oui, c'est Mais du changement. coup, il doit se faire des couilles en or. Hein. Ok, Et ok. du coup, voilà, ouais, c'est... Ouais. Donc bref, revenons un peu au documentaire d'Inoxtag parce que j'avais pris pas mal de notes sur pas mal de sujets qui me sont apparus quand j'ai regardé le documentaire. Je me suis dit que ça pourrait être assez cool J'en ai pris quelques-unes d'en aussi. parler. Bah, je dis les miens et puis tu diras les tiens à part Bah, voilà. on À a part peut-être des si- sujets communs, un truc comme ça. Et du coup, il y a une réflexion que je me suis faite. C'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans nos sociétés justement de se trouver des défis, de se dépasser, d'avoir le goût de l'effort, etc. Et ça rentre directement en confrontation avec les Sherpas qu'on voit dans le documentaire, qui eux, font ça en fait pour leur survie. Très intéressant ce moment où il le précise. C'est ça. C'est de la survie et je me suis dit en fait finalement ça dénote quand même un luxe qu'on a. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se plaindre sur nos conditions de vie, sur nos... Mais ça je trouve que en fait on est dans une société où on a tellement de confort, c'est tellement un luxe qu'en fait on est obligé de se forcer à se trouver des buts dans la vie, de se trouver des objectifs. Faut qu'on trouve des rêves, faut qu'on ait des choses pour se bouger de notre quotidien qui est tellement dans le confort. Et du coup, j'ai trouvé que c'était tellement paradoxal. Je fais, si là, on n'avait pas le choix et que pour survivre, il fallait qu'on fasse tel ou tel truc, si je devais bosser vraiment comme un acharné pour aller nourrir ma famille, etc., j'aurais pas le temps, en fait, de penser à me trouver une passion, de me trouver tout ça, tu vois. Et du coup, je trouve ça en dit beaucoup sur nos sociétés. Je trouve ça très intéressant. Alors, ça veut pas dire du coup, il faut pas avoir de dépassement de soi et tout, mais c'est juste pour prendre conscience qu'on est dans des sociétés très très confortables. Ouais, au contraire, j'ai envie de dire presque. Vu le confort qu'on a et vu la chance qu'on a, autant ça rejoint sur le côté optimiste si on peut essayer après on peut le voir des deux côtés. On peut se dire pourquoi nous on peut le voir des deux côtés. Hein. On peut se dire soit faut prendre conscience du confort qu'on a et en être heureux, ou soit à l'inverse, on peut être malheureux du coup du malheur de ceux qui n'ont pas notre confort. Mais je pense que si t'as le point de vue de cette deuxième option, je pense que tu te pourris la vie en fait, malheureusement. Mais oui, bien sûr. Mais là, voilà. Mais oui, l'exemple là, que tu dis, c'était marquant là parce que même lui, il était assez halluciné, Inoxtag, d'apprendre que la personne, on le voit à un moment donné avant de monter vers l'Everest. Alors je sais pas si c'est un Sherpa qui va aller avec lui. C'est un Sherpa qui a les doigts en moins. On voit qu'il a perdu pas mal de doigts. Oui, exact, c'est ça. Oui, et il en parle de ça. Il comprend à ce moment-là Inoxtag et il le fait comprendre du coup à l'écran que lui, comme tu dis, hein, il y va pour la survie. De toute façon, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin comme truc. Hein. Donc, et eux, ils montent sans rien, sans bouteille d'oxygène. Enfin, c'est. Là, non, pour le coup, Inoxtag a fourni des bouteilles d'oxygène à tous les Sherpas et tout le bordel. Tout le monde était très bien équipé. Oui, voilà, parce que c'est. Mais sinon, oui, normalement. Suivant les clients, c'est toujours un truc. Notamment, justement, on va parler du nombre de personnes. C'est un truc qui revient beaucoup dans le reportage. C'est le nombre de gens qu'il y a là-haut qui créent ce problème, tout ça. Je sais que c'est revenu pas mal dans les critiques de dire que Inoxtag, en faisant son documentaire, il participait. Finalement, il était lui aussi présent. Donc, même s'il montre la surpopulation en haut du truc, il en faisait partie. Donc moi, je trouve déjà complètement débile parce que tous les documentaires qui ont alerté sur des choses, fallait que les gens soient sur place aussi, de toute façon. Donc c'est différent d'y aller juste par luxe, juste pour se faire un peu vibrer parce que t'as plus de sensations tellement t'as tout acquéri dans ta vie, tu vois. Et de vouloir justement venir faire un documentaire, faire quelque chose et le montrer en fait. Mais après, je sais que c'est revenu beaucoup en critique, ce surtourisme de l'Everest, il y a trop de gens qui montent, c'est devenu l'enfer et tout. Et je sais qu'on en avait parlé avant de regarder le documentaire, il y a, je sais pas, 1 ou 2 mois, où tu m'en avais parlé de ça, qu'il y avait beaucoup de monde qui montait l'Everest, etc., que tu avais ces images de files indiennes incroyables et tout. Et c'est pas que je viens relativiser tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un créneau de 1 semaine, voire 2, pour monter sur l'Everest dans l'année. C'est pas toute l'année qu'il y a des files indiennes en haut de l'Everest, tout le monde veut accéder, c'est limite, il y a un Leclerc qui va être construit en haut de... c'est pas du tout ça. En fait, le truc, c'est que les vents sont tellement violents là-haut que
tous les autres moments de l'année, on peut pas y monter à l'Everest. C'est trop dangereux, c'est impossible. Et du coup, il y a que des créneaux. Il y en a un créneau en mai, quasiment tous les ans, et de temps en temps, il y a un créneau en avril, où il y a moins de vent à ce moment-là de l'année, et du coup, il faut profiter de ce moment-là pour y aller. Et souvent, en plus, c'est pas une science sûre, c'est pas pile poil tel jour, c'est bon, c'est un créneau d'une semaine, mais dans cette semaine, des fois, sur le moment, c'est pour ça qu'il y en a qui campent au camp 4, Oui. et qui restent, parce que... Il en parle, Mathis, de toute façon, dans l'autre documentaire de ça. Il le dit, je crois, à Inoxtag. Ouais. C'est ça, mais c'est ça pour relativiser, je trouve, un peu cette surpopulation de l'Himalaya. Au final, j'ai vu, alors j'ai pas trouvé en 2022, 2023, comme ça, mais en 2019, il y a que 877 personnes, en comptant les Sherpas, qui sont montées en haut de l'Everest. Alors c'est beaucoup, 877, mais c'est pas non plus, c'est pas une usine, c'est pas une ville entière qui est en haut de l'Everest. Donc voilà, après, ça crée des dangers parce qu'ils y vont tous au même moment et du coup, ça crée des files indiennes. Il y a des gens qui sont pas préparés, tout ça. Après, j'ai envie de dire, au contraire, le document d'Inoxtag va pas ramener 10 000 personnes l'année prochaine, tu vois. Je pense que le document d'Inoxtag, au contraire, prévient de ça et au contraire, donne pas forcément envie de monter l'Everest. Parce que tu dis, finalement, c'est pas être si fou. Et après, oui, c'est dangereux pour ceux qui le font parce qu'il y a des gens qui sont pas entraînés, il y a des gens qui... ça se bouscule, trucs comme ça. Après, j'ai envie de dire, les gens sont au courant de où ils mettent les pieds, ça fait partie des dangers, c'est leur problème, j'ai un peu envie de dire. Clairement, oui, moi je te rejoins là-dessus. Hein. Je pense que la vidéo, ce moment précis que Inoxtag présente, je pense pas que c'est... alors oui, peut-être quand tu apprends qu'Inoxtag a monté l'Everest, tu te dis, j'ai envie de faire la même chose, allez, pourquoi pas. Peut-être que la pensée te vient. Mais quand tu vois le documentaire, tu te dis pas, vas-y, je vais y aller. Non, c'est faux. Ouais. C'est faux. Et au contraire, je trouve que la vidéo, comme tu dis, montre que c'est dangereux et qu'au contraire, en fait, ça démontre qu'il faudrait réguler tout ça et peut-être qu'il y ait moins de monde qui monte d'un coup. Alors, je sais pas comment ils peuvent le faire. Mais mais comme je t'ai dit, c'est compliqué parce que c'est des créneaux de quelques jours dans l'année. Puis après, oui, voilà, ouais, tout à fait. En plus, de toute façon, il y a plusieurs trucs. Déjà, on le voit au début du documentaire, il faut faire le test d'hypoxie. Donc, tout le monde ne peut pas monter en haut, même si tu as la meilleure volonté du monde. Ça, c'est intéressant aussi. Physiquement, ça se peut que tu ne puisses pas y monter. Voilà, et c'est fin du game, c'est fini. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est assez intéressant. Même ce départ, là, il était... Et après, si tu peux y monter, pourquoi pas. Mais il y a plein d'autres monts fous à faire, hein, c'est ce qu'il dit. Rien que le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est très intéressant à faire. Mais même sans monter des montagnes, nous, on fait beaucoup de randonnées. Tout à fait. On a fait le pic du Morgon. Hein. Ouais, voilà, c'était chaud. Ça. Cet été, on a fait le pic du Morgon. Moi, tu sais, la phase où ils sont en train de marcher juste avant le sommet sur une petite... comment ça s'appelle, une crête. Oui. Crête, pareil. Ça m'a rappelé le pic totalement. du Morgon. Hein. Les gens, je sais pas si vous avez déjà fait le pic du Morgon, mais il y a une arrivée au pic du Morgon où tu es sur une crête, où tu as vraiment du vide des deux côtés. C'est impressionnant. Moi, je sais que dans le documentaire, là, Inoxtag, il dit que quand il arrivait à ce moment de crête, il a eu, c'est la seule fois quasiment qu'il a vraiment paniqué, où il a vraiment senti qu'il allait potentiellement se passer un truc très sombre, quoi. Oui. Et moi, je me rappelle, quand on a fait le pic du Morgon, donc on n'est pas à 8800 mètres comme l'Everest, on était à 1900 mètres, je crois, d'altitude. Oui, ouais, c'est ça. Mais bon, ça suffit en fait. Ça suffit pour t'avoir des sensations. Et je te jure, la crête là. Oui, parce que ça suffisait pour mourir. On glissait. Non, clairement, tu glissais d'un des deux côtés, c'était fini. C'est ça qui est effrayant. Et je crois qu'il y a un moment, il y a un passage où il en parle. Il y a une crête, il dit, mais là, on peut mourir en fait. Et Mathis, il fait, oui, tu peux mourir. Et du coup, c'est ce qu'on a vécu. Mais j'avoue que ce sentiment de dire que tu glisses, tu meurs. D'ailleurs, comme de toute façon, c'est ce qui s'est passé dans le Kaizen. Hein, tu vois, on voit qu'il y a eu 2 morts quand même. Et du coup, là, c'était plus une chute de glace, c'était dû à l'altitude, etc. Mais c'est risqué. Et ce risque crée une appréhension, c'est assez... c'est autant effrayant que fascinant. De toute façon, tu mets ton corps en danger et ton corps réagit. Moi, je me rappelle, j'ai eu la sensation, la première fois de ma vie, où je voyais les deux côtés de la crête, ça bougeait, comme si le vide essayait de m'aspirer des deux côtés. Tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de monter à l'Everest. Clairement, moi j'adore la montagne. Faites des randonnées, justement, si ça peut donner le goût à plein de jeunes d'aller se balader, faire de la randonnée, découvrir des paysages de fou. On a la chance en France
d'avoir peut-être un des pays les plus diversifiés au monde, dans un si petit périmètre surtout. Parce que tu vas me dire, aux USA, il y a encore plus de décors. Oui, mais c'est 15 fois plus grand que la France. Oui. En France, on a une chance, c'est d'avoir des paysages tellement variés dans un si petit secteur. Prenez le train, trouvez un peu d'argent pour vous payer une petite semaine quelque part, et ça coûte rien d'aller faire équipez-vous juste avec du matos, avec des bonnes chaussures, des bons vêtements transpirants, tout ça, mais après faites de la randonnée, ça va vous faire du bien à la tête, à l'esprit, et puis c'est sans prendre de risques non plus, allez-y progressivement. Faut pas monter le Mont Blanc directement, hein, mais faites des petites randonnées à votre échelle au début, et puis petit à petit... Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'aime beaucoup randonner. J'aime la montagne. Voilà, on a fait la pique du Morgon ensemble. L'Everest, quand je vois le documentaire, oui, les décors sont magnifiques. Mais les risques potentiels ne m'attirent pas vraiment. Quand tu vois que tu as les Cénac, les blocs, c'est des blocs de Cénac, je crois que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est des Cénac. Les trucs qui peuvent se... Ouais. À tout moment, en fait, ça peut tomber sur la tronche. Ouais, et d'ailleurs, c'est fou, j'avais écouté une interview d'un alpiniste qui parlait que l'Everest, c'était pas du tout la montée la plus dangereuse du monde. Non. Il y a 2 montagnes qui sont assez réputées. Il y en a une aussi au Népal, c'est l'Annapurna. Et il y a le MK2, je crois qu'il s'appelle. L'Annapurna, ils le font pas du coup. Si, ils le font avant, je crois. Non, ils font l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, la première montagne qu'ils montent. Et lui, il les a pas fait. Alors, est-ce que ça va être dans ses objectifs plus tard de faire des missions plus dangereuses ou quoi? J'en sais rien. Ah non, il veut pas le faire. Mathis ne veut pas faire l'Annapurna, je crois. Je crois qu'il le dit. Il a conscience des risques. Il a dit ça, je le ferai pas. Moi, j'avais entendu l'alpiniste, il disait ça, qu'en gros, il y a trop d'aléatoires. Oui. Il y a un pourcentage de morts par rapport à ceux qui sont montés là-haut qui est trop important. Et ça n'a aucun rapport avec tes compétences, c'est juste du hasard. Là, tu vois, à l'Everest, quand ils montraient ces blocs qui peuvent tomber, mais déjà, c'est une t'as part de beau être le meilleur alpiniste du monde, si t'as juste pas de bol, t'es au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est fini, quoi. Et voilà, il y a des montagnes qui sont quasiment... infranchissables, immontables, alors qu'elles sont beaucoup plus basses que l'Everest, parce que c'est pas les mêmes conditions climatiques. Ouais, voilà, tu prends beaucoup plus de risques. Mais je crois que... Alors, c'était pas l'Annapurna, du coup, mais il y a une montagne qu'ils font avant l'Everest qui, techniquement, était plus compliquée, mais qui était moins longue et moins haute. Et du coup, en fait, l'Everest, vu la hauteur, vu la longueur, ça a apporté d'autres complications, qui étaient différentes, quoi, mais... Des fois, c'est pas la hauteur du coup qui fait la difficulté, quoi. Nous, le pic du Morgon, je crois que c'était la 3e montagne la plus dangereuse du monde. Voilà, après, je veux pas. Au moins. Oui, voilà. Je veux pas. Le mec, oui, c'est clair. Non, mais voilà. Et non, pas du tout. Pour ceux qui l'ont pris premier degré, c'est pas du tout. mais c'est une très belle randonnée à faire. Voilà. De totalement amateur, hein. On est monté sans avec beaucoup de disparitions. Des bonnes choses. Il y a quand même un voilà. Oui, c'est vrai. Il y a quand même ce truc-là. Donc bref. Donc j'avais relevé d'autres sujets. Un débat. Alors j'ai vu un mec sur X faire tout un thread, etc. pour expliquer en quoi c'était problématique ce que fait Inoxtag. Et bon, j'ai pas compris ce qui était problématique dans tout ce qu'il expliquait, mais il a relevé un point qui est assez vrai, qui rejoint un autre point. C'est le point que révéler quelque chose, ça veut pas forcément dire que c'est négatif. Et là, ça s'applique totalement à ça. C'est le mec qui te fait un trade catastrophique en te révélant quelque chose. Et moi, il m'a révélé cette chose. Je me suis dit, c'est pas con. Mais je vois pas en quoi c'est si diabolique que tu me le présentes. Et du coup, ce truc qui révélait, que je trouvais assez intéressant, auquel je m'étais pas trop posé la question, mais pourtant je fais partie de ce genre de client, c'est qu'on est dans une société capitaliste et du coup très matérialiste. Mais... de plus en plus, c'est comme si aujourd'hui on arrivait un peu à une sorte de plafond de verre en termes de matériel, que ce soit au niveau de la technologie, des téléphones. On a l'impression que les technologies commencent à... Avant, il y a 10 ans, tu as l'impression qu'il y avait une révolution tous les ans, tu vois, et tu étais hypé par... On le voit même là avec les derniers iPhones qui viennent de sortir, il n'y a rien d'exceptionnel. Même les consoles, tu as l'impression que on est en train, on n'a plus des gaps entre chaque génération qui font nous décrocher la mâchoire ou trucs comme ça. Et il dit qu'en fait, on est arrivé dans une nouvelle ère où, au lieu de nous vendre maintenant du matériel, on nous vend des expériences. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inépuisable. C'est-à-dire qu'une fois que l'expérience elle est consommée, t'as qu'une envie, c'est de consommer une autre. J'attends d'avoir Et
le fin mot du truc. Le fin mot, il n'y en a pas tant que ça. Il faisait tout un thread pour expliquer ça et pour dire que Inoxtag, c'était le diable parce que il nous vendait une expérience, il nous vendait des sensations fortes. Et donc, selon lui, c'était le mal parce que ça faisait partie de la société de capitalisme. On était là pour consommer de l'expérience et puis vivre calmement sa vie, tu vois, en gros. C'était ça. Et du coup... Donc moi, j'ai pas compris le côté négatif, mais je me suis reconnu là-dedans. Moi, souvent, tu sais, je t'en parle. Au lieu, même pour un anniversaire, truc comme ça, au lieu d'acheter un truc matériel, je préfère acheter un moment. Au contraire. Que ce soit un moment gourmand, oui, voilà. un moment, un voyage, même pour les enfants, moi, insolite, je trouve ça génial. Pour les enfants, ouais. C'est plus positif que négatif, pour le coup. Exactement. Mais c'est ça qui était marrant, c'est que du coup, son thread, il critiquait Inoxtag, il critiquait cette société de la consommation, et il nous disait la consommation d'expérience. Et du coup, j'étais là, ouais, mais c'est pas... Moi, je suis OK avec ça, en fait. Et du coup, ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, c'est ça. Des fois, on signale des trucs... T'as l'impression de révéler quelque chose. C'est comme les gens qui révèlent que là, on nous a manipulés sur tel ou tel sujet. Et tu te dis, en effet, on nous a manipulés, mais c'était pour notre bien. Quand tu prends tous les points, c'était pour notre bien, concrètement. Ils ont bien fait de nous manipuler, parce qu'on sait que sur telle ou telle décision, le peuple peut paniquer, le peuple peut partir dans un sens ou un autre. Donc c'est bien quand même de nous manipuler un peu pour nous faire aller dans la bonne direction. Mais maintenant, il y en a qui disent, comme je t'ai montré qu'on nous a manipulés, c'est le mal. On n'a pas le droit de nous manipuler. Ouais, j'essaie de réfléchir à l'idée. Peut-être que c'était... parce que là, c'est vrai que là, on pense à offrir une expérience quand on parle des enfants et tout. Peut-être que quand il disait on achète une expérience, parce qu'on achète l'expérience qu'a vécu Inoxtag. On achète... Non, pas forcément. Non. En gros, il expliquait que c'était un peu le nouveau truc de plein de boîtes pour faire du fric. En offrant quelque chose qui n'a pas de valeur. Il n'y a aucun problème. En fait, à la limite, le mec, il défendait le matérialisme. Il disait, je préfère ne pas me payer un voyage, mais me payer une bague. Parce que la bague, je vais la garder toute ma vie, tu vois. Le mec, il veut tellement descendre Inoxtag qu'il se contredit lui-même dans son argumentaire. Non, mais limite, c'était un peu ça. Et du coup, j'avais trouvé son thread assez marrant. Et c'était marrant de lire les commentaires où il y a plein de gens qui étaient mais ouais, t'as trop raison. C'est une société. J'étais là, c'est fou. C'est fou. Bah oui, parce qu'au contraire. De dénoncer quelque chose et t'as l'impression en lisant que c'est le diable en personne. Et quand tu prends du recul sur ce qu'il dit, tu dis. En plus. Ouais, au fait, je suis plutôt pour les expériences. Bah oui. Après, alors oui, on me les vend. Hein. Oui, il y a un business des expériences. On va te vendre telle ou telle expérience. Mais oui, puis la morale en plus du documentaire, c'est que tu dois vivre tes propres expériences. Te dis pas, tu vois, c'est et en plus il se sert de l'Everest, donc l'Everest, voilà, pour monter sur l'Everest, en gros c'est un budget de 50 000 personnes par personne, 50 000 euros par personne, quand il va par toi-même, on va dire, sans matos pour te filmer, tout ça. Là, Inoxtag, concrètement, alors je sais pas exactement le budget, mais j'ai entendu parler entre 1 million et 1,5 million, parce qu'ils étaient quasiment 200 à travailler sur tout le projet, il y a tout le matos à acheter, il y a toutes les... Oui, et puis il a ramené les Sherpas en France, c'est ça, il y a tout un truc autour, voilà. Et même, en fait, finalement, je pense qu'il va gagner plus d'argent que ce qu'il a dépensé au final. Alors c'est de l'investissement, ça c'est très clair, mais déjà, quand tu comptes 350 000 places de cinéma, je pense que ça... C'est déjà rentable en fait son expédition. Et de toute façon, ça rejoint ce que je disais au début de l'émission. C'est les youtubeurs, maintenant ça a bien évolué. Maintenant on accepte qu'il y ait des pubs, qu'il y ait des placements de produits, tout ça. Mais il y a encore un truc qui fait que là on l'a reproché à Inoxtag d'être allé sur l'Everest comme un bourge en dépensant plus d'1 million, etc. Mais tu dis, en fait il y a plein de films français où 1 million, c'est que dalle pour tourner un film en fait. Et des films qui vont faire beaucoup moins d'entrées, même que Inoxtag, là, en une soirée, il fait 350 000. Il y a des films, en 2 mois de trucs au ciné, ils vont même pas dépasser les 20 000 entrées. C'est très triste, mais c'est des films qui ont été souvent financés par l'État français à hauteur de 5, 6, 7 millions. Donc en quoi dépenser 1 million, et en plus c'est pas de l'argent public qu'il a utilisé Inoxtag, c'est de l'argent, il y a de ses fonds personnels dans l'investissement, ensuite il y a eu des placements de produits pour qui s'y retrouvent aussi. Et je comprends pas, moi, tu vois,
C'est pas comme c'est choquant finalement. Oui, et puis il est pas monté en hélicoptère, tu vois. Des fois, je sais pas, il est pas. C'est clair. Il est. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est pas. En fait, j'ai l'impression que c'est genre ils ont pas vu le documentaire, c'est pas possible. Quand tu regardes le documentaire et que tu vois la difficulté. Il y a ça aussi. Ça, j'avais regardé des critiques où il y avait des gens qui directement démarraient leurs critiques en disant bon voilà, Inoxtag, je le connaissais pas, c'est pas du tout ma catégorie d'âge, ce qu'il fait en gros, c'est rabaisser directement. C'est pour les gamins ce qu'il fait. Bon, j'ai jamais vu aucune de ses vidéos. Donc déjà, tu fais si t'as jamais vu aucune de ses vidéos, déjà pourquoi de base tu dis que c'est un branleur qui fait des vidéos de merde. Mais tu vois, ouais, mais bêtement on le voit avec nos émissions. Des fois, il y a des commentaires qui sont entre guillemets négatifs, mais tu sens que la personne en fait n'a pas lu. Des fois, c'est fou, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui réagissent juste, ils ont lu le titre de l'émission, ils répondent au titre. Ils ont écouté l'émission. Ou ils ont écouté 10 minutes et ils n'ont pas vu les contre-arguments parce qu'on a étayé un peu le... Et du coup, ils disent un truc alors qu'on l'a dit en fait dans l'émission. C'est ça que c'est bizarre en fait. Ça, c'est son... Oui, et je pense que déjà, nous, on le voit à notre échelle. Et là, Inoxtag, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû critiquer. Ils n'ont pas vu la difficulté à laquelle il a monté l'Everest. Encore une fois, moi, je trouve que c'est ultra courageux d'avoir voulu faire passer le message qu'il a voulu passer en faisant un défi aussi fou, et justement c'est en faisant un défi aussi fou que son message passe bien, parce que le mec a pris des putains de risques, mais il faut le voir en fait. Quand tu le vois, tu te dis même s'il a mis 1 million, je sais pas, le mec il est monté à pied, il est monté à pied là-haut, c'est ça. C'est incroyable ce qu'il a fait, c'est ça. Donc bon, tu peux mettre le fric que tu veux, ça reste quand même quelque chose. Ouais, il est sportivement d'ailleurs il a été entraîné par un mec que j'aime bien. Le gars qui l'entraîne, c'est celui qui a la chaîne YouTube Manga Workout. D'ailleurs, il en parle pas du tout. C'est marrant mais c'est un YouTuber aussi. Hein. Et il a, je savais pas, il fait de la prépa physique. Mais c'est marrant parce que c'est aussi un fan de manga. Il fait de la prépa physique à travers les mangas. À travers, voilà. Il te dit par exemple, je sais pas, il va te prendre. Je cherche un manga, mais où il y a des combattants, mais genre Baki dans et il va dire Baki s'entraîne comme ceci. Comment s'entraîner comme Baki? Baki était invité à l'avant-première au Grand Rex d'ailleurs. Ah ok. Il y avait Baki qui était invité. Voilà. Ok. Pensez à toi. Mais voilà, du coup, c'est un fan de manga. En parlant de manga, d'ailleurs, Inoxtag, il a dit qu'il avait une liseuse quand il est parti à l'Everest, qu'il a quand même vraiment coupé tout contact, et il a coupé son téléphone pendant 6 mois. Hein. C'est aussi, c'est trop bien. Et apparemment, les autres, ils avaient tous leur téléphone et tout, et lui, il avait vraiment pas son téléphone. C'est un baiser quand même. Oui, j'avais vu qu'il s'allait saouler parce que du coup, lui, il avait tout le temps envie de jouer, de parler, parce qu'il avait pas son téléphone. Mais du coup, il jouait aux échecs, de se poser. Oui, il faisait des parties d'échecs. C'est ça. Ouais. Et du coup, avec sa liseuse, il a lu je sais plus combien de mangas, parce que ça aussi, je trouve, dans le documentaire, si je devais relever un défaut, c'est qu'en fait, on se rend même pas assez compte du temps que ça prend. Genre sur le camp 4, je crois qu'ils sont... ou le camp 1 de base, ils sont restés 15 jours, je crois. Ouais, c'est ça. Et pareil, sur le camp 4, ils sont restés plusieurs nuits avant de monter la dernière étape. Donc tu sais, déjà, tu t'es tapé les 3 camps pour monter. Et au camp 4, où c'était vraiment dans des conditions horribles, tu passes 2 ou 3 nuits pour attendre le jour où tu vas pouvoir monter au sommet. Et en plus, t'as vu qu'ils, normalement, on le voit pas dans le documentaire, mais ils sont montés au camp 2 et ils sont redescendus au camp 1. Oui, ils ont fait un aller-retour. Ça, ouais. Donc c'est vrai que c'est... mais... Et ça, pareil, ils l'ont pas montré dans le documentaire, parce que c'est pareil, en termes de narration, c'est ça. Oui, voilà, ça doit casser un peu le... Oui, c'est ça. Et du coup, dans les mangas qu'il a lus, il a dit révélation de fou, il a lu le manga Berserk. Ah oui, j'entends pas mal de gens qui disent que Berserk, que c'est genre the manga à lire. Et du coup, je suis très curieux en fait. Mais l'animé est sur Netflix. Alors après, je sais pas. Ah ouais, mais je sais pas. Ça vaut quoi alors en animé? J'entends tout le temps parler du bouquin Berserk. Alors est-ce que c'est parce que c'est un peu comme Attaque de Titan, c'est genre ça s'est clôturé en manga et c'est pas encore clôturé en animé. Mais j'entends beaucoup parler des bouquins, moi. Je sais pas, parce qu'après du coup l'animé, je sais pas s'il respecte en fait le bouquin. Je sais qu'il y est, mais après je sais pas si
Donc bon, c'est à voir. Et un truc marrant, on voit très bien que One Piece influence oui, totalement. son côté, justement, voilà. Mais du coup, pendant sa montée aussi, en plus de Berserk, il a lu le manga Vagabond. Donc ça, je connais même pas de nom, tu vois. Et a priori, tu sais, sa retraite un peu spirituelle, finalement, qu'il fait à Cuba à la fin du documentaire, où pendant 2 mois, il va aller vivre dans une ferme à Cuba, planter du riz, trucs comme ça. Oui. A priori, c'est une des conclusions du manga Vagabond, du manga Vagabond qu'il a lu à l'Everest. C'est ce qui lui a donné l'idée, en fait, de faire ça pour le temps que le film soit monté, etc. Lui, il voulait pas réapparaître. En fait, il voulait réapparaître de toute façon avec le film. Il voulait pas réapparaître avant, tu vois. Et puis dans 2 mois ça sort. Ouais. Et du coup, il a fait comme à la fin de son manga. Donc, je trouve ça même limite touchant de voir un mec qui est tellement passionné par un sujet que ça pourrait paraître ridicule. Le mec, il arrive au toit de l'Everest, il tient son chapeau comme Luffy dans One Piece. Ça pourrait être ridicule en fait. Mais en fait, je trouve ça touchant parce que le mec, il assume totalement que je kiffe. Mais c'est comme ça. C'est ce qui m'a inspiré dans la vie. Et puis là, je le fais jusqu'au bout. Totalement ça. Il représente totalement le shonen, le mec qui se dépasse et qui est positif, qui amène les autres. C'est ce qu'il avait en tête. C'était je vais faire mon propre shonen avec l'Everest. C'est qu'il a un air de Gon aussi, de Hunter x Hunter. Le côté un peu c'est côté vrai, positif, quand on parle, optimiste. C'est vrai. Et qui amène tout le monde à l'aventure. Mais en plus, non, mais ça, maintenant que t'en parles, c'est exactement ça, parce que j'ai un souvenir justement d'un de leurs vlogs quand ils étaient en vacances au ski. Ils avaient une journée où en fait ils allaient manger, ils étaient pas très loin du chalet de Marc Serran, tu sais, le cuistot, le chef étoilé. Ouais. Et ils ont rencontré du coup Marc Serran qui les a invités à manger des plats typiques de la région et tout. Et Inox, il est rentré, en fait, il faisait le con avec Marc Serran, qui était un peu sérieux, tu vois. Marc Serran est très strict, très sérieux. Et Inox, en fait, il arrêtait pas de dire des blagues de branleur. Tu vois, c'était un branleur à l'époque. Donc c'était vraiment des blagues de branleur et tout. Mais à la fin du repas, Marc Serran, il avait une putain de sympathie pour Inox. Il a même mis le chapeau de Marc Serran. Inox Tag, il se baladait avec le chapeau de Marc Serran, parce que c'est un chef qui a un chapeau tout le temps. Et il se baladait avec le truc, et Marc Serran, voilà, Inox Tag le faisait marrer, tu vois, et ça fait penser à Gon un peu. Tu sais, ce Gon, il va rencontrer des gars qui sont absolument pas drôles, mais il est tellement bon enfant, bonne ambiance que même les mecs les plus sérieux, ils vont finir par rire ou trucs comme ça. D'ailleurs, c'est ce que disait GMK, son pote il dit, regarde, et en fait, il a fait un best-of des vidéos du début en fait de sa chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de GMK, et il dit. Regarde, alors je sais plus quelle date, je dis à n'importe quelle date, je sais plus exactement quand c'est. Il dit, regarde, en 2020, quand on s'est rencontrés, regarde comment je me comporte sur mes vidéos. Et il est tout fou, comme si, ça, il y a eu un déclic, et il fait que rigoler, il fait le con en bagnole, ce qu'il faisait pas auparavant. Alors qu'avant, il était plus sérieux avant. Et il le dit quand même. Le changement. Voilà, quoi. il me dit, chez toi, c'est ça que tu m'as apporté. C'est cette. Et du coup, ça reflète du coup ce qu'il y a dans le documentaire. Donc, je pense qu'il est vraiment comme ça, mais c'est ce qui est bien en fait. C'est ce qui est bien, et du coup, c'est une des questions auxquelles je me suis posé, parce que là, du coup, sa vidéo a explosé tous les records. Ouais. Je crois qu'il a dépassé les 25 millions de vues en une semaine. Oui. C'est fou, quoi. C'est un record, c'est un record français, c'est hallucinant. Alors, la petite anecdote qui est assez drôle, c'est qu'avant, en 24 heures, la vidéo qui avait le record, c'était ODD de PNL, qui avait fait 8 millions en 24 heures. Et lui les a battus, du coup, ça faisait 6-7 ans, je crois, la vidéo de ODD. Et Inox Tag, il est arrivé et il a fait 12 millions en 24 heures. Et ce qui est très drôle, c'est que la chanson de PNL, ODD, ça commence par Bas les couilles l'Himalaya, bas les couilles du sommet. Ça débute par ça et finalement, c'est une vidéo sur l'Everest qui les bat sur la fin. C'est pas mal. Petite anecdote cool. Et par contre, ce que je me pose comme question, c'est que là, c'est une sorte d'accomplissement. Il s'est pris des critiques, mais globalement, ça a explosé. Donc même en termes de notoriété, tu vois, les darons entendent parler de lui. Enfin, là, il explose médiatiquement. Je me demande comment il va évoluer. Il peut prendre le melon. Ça reste un gamin, tu sais. Je suis curieux en fait de voir comment il va évoluer, comment tu gères aussi la redescente, parce que c'était un peu, tu as poussé le bouchon très loin dans le côté événementiel.
est-ce que derrière, je trouve que c'est un bon move, moi, de pas vouloir faire autant de vidéos. Il va faire des lives apparemment pour avoir un côté très fréquent avec ses viewers et tout, mais c'est juste des lives où il va être posé tranquille. Et chaque vidéo, par contre, il a envie de sortir des trucs un peu plus lourds, mais ça sera jamais du niveau, toi, de l'Everest. Il a un autre gros projet apparemment. Ouais. De ce qu'il disait dans le live qu'il a fait, je crois avec Mathis, après quelques jours après le documentaire, il parlait du fait qu'il y avait un très gros projet, mais il en a pas dit plus. Mais pour ça... Ok, bah à voir. Moi j'avais entendu qu'après il avait glissé genre des indices dans la vidéo de l'Everest, etc. Ah, ok. Après à voir. Mais moi je suis curieux de voir, humainement en fait, c'est pas anodin, c'est pas un robot. Ça c'est sûr. Il peut vriller en fait. N'importe qui peut vriller. Et je suis très curieux moi de voir comment il va évoluer, tout simplement. Parce que les youtubeurs, c'est différent même que par exemple... À chaque fois, ça me fait penser genre à Mbappé, tu vois. Mbappé, c'était la question qu'on se posait. C'est des gamins, il avait une mentalité, tu sentais que le mec, il avait la tête sur les épaules, qu'il était très mûr pour son âge et tout. Mais il a tellement explosé tôt que tu dis comment il va évoluer. Est-ce qu'il va pas prendre le melon? Et on le voit aujourd'hui, il y a des petites difficultés avec Mbappé parce que Mbappé, il est conscient de qui il est. Et peut-être que là, ça fait un an qu'il avait un peu oublié son football. On sait pas trop ce qui s'est passé sa dernière année à Paris, tout ça, mais c'est comme si son statut avait dépassé son talent de joueur de foot et qu'il s'est un peu perdu là-dedans. Et du coup, là voilà, Inox, je pense que je suis curieux humainement de voir comment il va aller. Et ouais, comme je disais, un joueur de foot, ça reste, il y a une image très distante finalement par rapport au public. Alors qu'un youtubeur, un truc qui fait son fond de commerce, c'est sa proximité avec le public. C'est le fait, il y a plein d'ados, trucs comme ça, qui pensent qu'ils sont potes avec Inoxtag, parce qu'ils discutent avec lui dans le chat, et du coup, je suis curieux de voir, en termes de proximité, comment ça va évoluer, comment est-ce que le mec va pas perdre son authenticité, est-ce que, je sais pas, je suis très curieux de voir... Ouais, surtout après un événement comme ça, avoir monté l'Everest, il a quand même fait un an du coup il est parti en Corse, il a fait quand même pas mal de randonnées, c'est vrai qu'il a fait il y a une redescente derrière, ouais. Putain, et là de revenir entre guillemets, c'est pas la normale parce que maintenant il sera ultra connu, mais c'est un contraste entre la ville qu'il a passé en pleine nature avec un petit comité et là d'un coup c'est vrai que ça peut être je sais pas, c'est vrai que là ça va être à voir. On fera une prochaine émission, Inoxtag 2.0. Ouais. Qu'es-tu devenu? La chute, la descente aux enfers de Inoxtag. Non, du coup, je trouve ça cool en fait d'en parler, parce que pareil, on aime bien nos émissions quand ça marque à un point dans le temps. Et je trouve que c'est tellement culturellement, YouTube marque une époque. Je pense même on est dépassé, comme je te disais, maintenant en dessous de 18 ans, ils sont quasiment plus sur YouTube. C'est vrai que rien que nous, tu regardes nos stats, il n'y a personne en dessous de 25 ans qui écoute nos émissions. C'est un délire. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, la plupart des jeunes en dessous de 18 ans, ils sont sur TikTok. C'est ce qui fait peur tu m'en parlais avec ton livre sur Fabien Olicard. C'est que TikTok, le problème, c'est que ça habitue les jeunes à des formats, justement, à des pics de dopamine vraiment intenses. Ce que tu disais au début, c'est ça. Tout est court. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait se féliciter aussi que plein de jeunes sont allés au cinéma voir un documentaire de 2h30. Fallait s'en féliciter, moi je trouve ça top, quoi. Oui, parce que là c'est tout l'inverse en fait d'un truc dopaminergique où c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est assez profond, c'est beau à voir. Donc bon. Ouais, c'est vrai que TikTok. Enfin bon. Un peu que tu le vois là on parlait de Thibaut Inchep, c'est ce qui fait qu'il marche quoi. C'est short en fait, c'est voilà. C'est clair. Putain, c'est fou quand même. Enfin, ouais. Bref, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Le monde va mal. Non, ça y est, on termine cette émission de manière... C'est un boomer. C'est ça. Donc bref, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Inoxtag, sur YouTube, sur son documentaire? Non, peut-être un seul truc, parce qu'après les autres choses, je les ai rejoints par rapport à ce que tu avais écrit. Parce que j'avais noté genre Manga Workout, le coach d'Inoxtag, enfin tout un tas de petits trucs. Il y a un seul truc qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont tous attrapé le Covid
avant de Oui, monter. c'est vrai. Et c'est vrai que Ouais. cette étape-là, elle devait être assez dure. On voit qu'il l'a assez mal vécu, Inoxtag. Mais alors c'était pas pour les vrais, c'était pour la Panda, là, Ah oui, je c'est sais vrai. plus comment ça s'appelle, Oui, c'est vrai. la première montagne. Oui, ouais, parce ouais. qu'après, il savait qu'il Mais, il était malade, mais c'était lié à l'altitude. La fatalité de ouf, quoi. La fatalité, c'est vrai que tu te dis, là, tu peux rien faire, ton corps, il est malade. Et là, tu vois qu'il était dégoûté. Pour toi, tu vois le Là, pour le coup, c'était pas du cinéma. Là, pour le coup, Non. il était vraiment malade. Ah oui, oui. Puis là, je pense que. T'imagines, tu te Il y a dis, eu, tout il y est a eu le fini. coup de l'hélico, en plus. Il y a eu l'hélico qui s'est écrasé. pété aussi. Bah même, Ouais. même le corps humain qu'ils ont retrouvé aussi. Ouais, oui, ça c'est clair. Hein. Qui est là depuis 5 ans, je crois qu'il disait. C'est sûr que c'est des événements qui s'enchaînent, c'est flippant quand même. Ah bah ouais, Et c'est puis trop même- là à ta place. Hein. Moi, du coup, j'ai même vu des vidéos d'alpinistes terrifiantes qui oui. sont perdus dans une tempête de neige là-haut, où tu vois, il y a un des mecs et ses mains elles commencent à gonfler avec le froid. Apparemment, le mec n'est pas mort, mais on lui a coupé les doigts en arrivant. Quoi. Et tu vois la vidéo, le moment où il y a de la neige qui lui fouette le visage. Enfin, tu te dis, mais quel enfer! L'humain n'est pas fait en fait pour être là-haut. Quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, l'enfer, c'est aussi quand ils sont tous là-haut, là. Quand il disait qu'il était obligé d'enlever son mousqueton, là, enfin son attache, exact. pour s'attacher aux gens qui étaient eux-mêmes attachés à la corde. Mais tellement il y a de monde, en fait, tu t'attaches même plus à la corde, tu t'attaches aux gens qui sont sur la corde. Ça paraît. Oui, Ce moment-là, j'avoue que ça devait être l'enfer. Ça devait être... tout en haut. Et en plus, moi, ça m'a rappelé vraiment le pic du Morgon. Parce que tu sais, on s'est posé la question. Nous, on est arrivé d'un côté au pic du Morgon où c'était relativement tranquille. Et c'est sur le retour qu'on a pris un autre chemin et on est passé par les crêtes. Oui. Mais on s'est dit, si on avait fait le sens inverse et qu'on serait arrivé par la crête, bah, clairement, tu vois le sommet. Donc tu dis, j'y vais. Mais la crête, en fait, c'est une sacrée épreuve avant d'arriver. Et là, j'avais l'impression d'être au même endroit, en fait. Bon, là, beaucoup plus haut, avec de la neige et une sorte de file indienne. Hein. Mais il y avait ce côté, côté crête, oui. Il y a la crête avant mais t'es au sommet, donc t'es à 50 mètres du sommet, tu peux pas abandonner maintenant. Mais c'est le moment peut-être le plus dangereux de tout la traversée, quoi. Oui, parce que là, t'as rien pour te tenir, en plus. Enfin, oui, c'est... Quelle horreur. Donc bon. Mais c'était cool. De toute façon, on aime, je crois, prendre le risque en tant qu'être humain des fois. Parce que ce côté vertigineux était ultra marquant et t'as envie de le refaire. Quoi. J'hésite même à le refaire sous peu. Je sais pas. Ah ouais. Ouais. Mais Je vous invite à te rappeler, on avait fait une émission, c'était sur The Forest, je crois, ça remonte. Mais je l'avais sorti en mini au coin du feu. Donc je vous invite à aller voir dans nos playlists. Il y a une vidéo dans les mini au coin du feu qui s'appelle Wivo a failli mourir ou je sais plus. Et tu nous racontes une de tes expériences les plus folles où tu as passé la nuit en pleine montagne dans la neige. Mais on va pas en dire plus. Je vous laisse aller découvrir cette vidéo, cette petite anecdote de Wivo. Ouais. J'avais pas mesuré les risques. Ah oui, ça, c'est intéressant aussi. T'aurais pu crever, mec. C'est vrai que t'aurais pu crever. Quoi. Ouais, là, j'avais pas l'équipement adéquat. Ouais, là... C'était une erreur. Mais bon. C'est ça. Enfin, ouais. Allez voir. Bref. On vous laisse voir ça. Voilà. Oui. On vous laisse aller voir ça tranquillement, oui. parce qu'on va mettre tranquillement fin à cette petite émission. Voilà. Qui est passée vite, hein. Bah, très clairement. Pour un documentaire, c'était plutôt cool. On a fait plutôt le tour un peu de... Enfin, moi, de tout ce qu'on avait Oui, à moi aussi. dire. Moi aussi. Puis c'était cool de parler de YouTube, parce que ça fait longtemps, en fait, finalement, on se pose des questions. Même donnez-nous des idées, si vous voulez, dans les commentaires. Parce qu'en fait, on regarde beaucoup YouTube, mais on ne sait pas comment en parler. Par rapport à un film, par rapport à une série, par rapport à un jeu vidéo. On ne sait pas comment parler de YouTube. Est-ce qu'on pourrait prendre un YouTuber et on explique un peu son parcours? Toi, c'est un peu ce que j'ai fait avec Inoxtag, là. Ça peut être intéressant. Il y a plusieurs YouTubeurs qu'on suit depuis pas mal de temps, mais je ne sais pas si ça pourrait intéresser les gens ou pas. Je ne sais pas. On avait fait aussi... un top 10 YouTubeurs, non? Qu'est-ce qu'on avait fait une fois? C'était pour... Ouais, on a fait top 10 YouTubeurs, il me semble. Ouais. Ça remonte, hein, ça remonte il y a longtemps. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que ça serait les mêmes maintenant? Je ne pense pas. Il faudrait que je réécoute l'émission, je sais même plus qui c'est que j'avais mis dans mon top 10. Donc, je serais assez curieux de réécouter pour voir s'il y a des mecs qui se sont fait cancel depuis. Ouais. Des mecs, on a découvert que c'était des pédophiles. Putain. Ça se trouve, j'avais dû dire Norman fait des vidéos dans mon top. Ouais, c'est possible que je l'avais mis, moi aussi. Et ça... Mais d'ailleurs, ça me fait penser, que je regarde encore, hein, j'avais mis Grégotte. Et Grégotte, c'est un très vieux youtubeur aussi. C'est un des premiers.
Et il disait un truc qui rejoint un peu ce qu'on a dit dans l'émission, c'est que il a l'impression que lui, en fait, il est coach en fait, sportif, il est coach d'arts martiaux, et du coup, forcément, en fait, il vend en fait son art, en fait. Mais il le dit, forcément, moi, je fais pas ça... Oui, c'est une passion, mais je fais pas ça gratuitement. Et il s'est rendu compte que sur YouTube, pendant longtemps, ça posait problème. En fait, il comprenait pas, les gens ne veulent pas payer. Ça pose problème qu'ils fassent payer, en fait, le fait d'apprendre. Mais il dit, mais c'est comme quand tu vas au club, tu fais pas ça gratuitement, quoi. Tu le payes, et le gars, il est passionné. Il dit, moi, c'est pareil. C'est pas parce que je suis à travers le support YouTube que c'est c'est intéressant. Que ça, les mentalités évoluent aussi. Je t'ai dit, il y a le côté YouTuber, t'as l'impression que c'est tes potes. Et du coup, dès que il y a une transaction commerciale qui rentre en jeu, tu dis, tu me trahis. Genre, en gros, t'es pas mon pote, c'est juste pour le business que t'es là. Mais en partie, on peut allier les deux. En fait, enfin, je suis pas ton pote parce que c'est une vidéo. Enfin, tu vois, c'est ça qui est complexe. C'est que le média s'est créé autour de ça. Tu peux le voir là c'est un truc qui m'a un peu choqué. J'avais regardé un live justement d'Inox où il recevait des dons. Mais ça pleuvait en fait. C'est des gens, tu sais, pour que Inox ils disent leurs phrases dans le chat et ils répondent à leurs questions. Ils donnaient un don. Mais du coup, il y avait tellement de dons qu'en fait, c'était l'impression que c'était son chat normal en fait. Sauf que c'était que des dons qui coulaient. Alors que le mec, il fait déjà plein de thunes avec ses vidéos, avec les pubs, avec les placements de produits. Et tu dis qu'il y a des gens qui vont quand même lui faire des dons. Et ça m'avait un peu choqué. Mais en même temps, c'est le système qui est comme ça. Mais c'est vrai que c'est problématique, tu vois, et il y a des gens, je pense, qui ont l'impression que c'est vraiment leur pote, et ça crée c'est un truc qui est en train d'évoluer petit à petit, mais il y a encore des choses à changer là-dessus. Oui, parce qu'après, quand c'est une collaboration commerciale, toi, tu payes rien. Bon, tu vois la pub, mais après, t'as pas donné d'argent en vrai, donc tu t'en fous. Il y a 5-6 ans, s'il y avait un YouTuber qui osait faire un placement de produit, il se faisait démonter, quoi. Donc tout évolue petit à petit. Mais bref. Bon, allez, sur ce. Oui, est-ce qu'il est tard, les amis ? Bonne soirée. Oui, on a enregistré tard. Hein. La dernière fois, Louis de Funès, on l'a enregistré tôt, là. On s'y est pris tard, mais bon. J'embauche tard, moi, demain. Du coup, j'embauche qu'à midi. Donc, je vais faire une bonne petite grasse tomate. Moi, j'embauche pas. Moi. Je pense que. Le mec, il va faire arrêt maladie. Bon, allez, sur ce, bonne soirée. À la prochaine. Allez. Allez. Ciao. Salut.